Welcome babies, bienvenue sur Can We Talk. Vous savez que de base, quand je dis ça, c'est monsieur Loïc Monlouis qui est censé enchaîner sur le fameux, vous savez déjà. Mais aujourd'hui, c'est officiel, il est parti en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'on n'a pas arrêté de vous en parler, mais malgré tout, je suis pas tout seul. On a trouvé une stratégie, on a trouvé une technique pour pouvoir continuer à faire le podcast. Donc on sera toujours tous les deux, mais en attendant, vous savez qu'on reçoit toujours des invités de marque. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je suis avec quelqu'un, peut-être vous avez déjà entendu parler. Elle va nous dire un petit peu ce qu'il en est de son parcours, de ses ambitions, parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai l'honneur d'être avec Madame Célia. Il y a un an, une salle entière s'est levée. Pas pour applaudir un discours, mais pour célébrer quelque chose que l'on ne voit presque jamais. Ce soir-là, on a compris tous ensemble que notre communauté a franchi un cap et que plus rien ne serait comme avant. Ouais, c'est sûr. Le Nekao Gala n'est pas né pour devenir un événement mondain. Il est né d'un véritable besoin. Celui de rassembler ceux et celles qui veulent créer un véritable impact au sein de notre communauté. C'est un espace où on se contente pas de parler d'avenir. On construit clairement les choses ensemble. Ce que tu vis au gala, c'est une immersion, des rencontres qui te challengent, des masterclass, des cas pratiques et des échanges francs entre bâtisseurs. Et cette année, on va pas juste se contenter de répéter la formule. Non, non, non. On va monter à l'échelle. Paris, Intramuros, La Palmeraie, avec un thème unique, pharaonique, élégance. Le dress code, ce sera noir, doré, bleu. À toi de voir en fonction de ce que tu as dans ton armoire, ce que tu préfères. Tu peux porter les trois, que l'un, que l'autre. Tu fais ce que tu veux. L'an dernier, des amitiés se sont créées grâce à ce Nekao Gala. Des projets sont nés, des deals se sont signés. Non, ouais, franchement, c'était beau. Ce que tu vis, en fait, ici dépasse largement la soirée. Ça va être un point de bascule dans ton parcours. Parce que tu repars de là avec plus que des idées, des alliés, des opportunités et une énergie que tu n'oublieras jamais. Et l'année dernière, les places sont parties extrêmement vite. Donc cette année, part du principe qu'elles seront encore plus limitées que l'année dernière. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Donc si tu sais que tu veux faire partie de l'histoire, prends ta place tout de suite. Tu as juste à cliquer là autour de cette vidéo. On t'attend, on a hâte. Comment allez-vous? Très bien. Quelle intro, vraiment. Non, tu vois, on essaye un peu, tu vois, de se mettre un peu C'est bien. au niveau. T'as vu, quand on allait attaquer, on s'est dit, mais en fait, on a déjà fait le podcast avant le Ouais, podcast. franchement, toutes les discussions intéressantes, on en a déjà fait, désolé. Mais bon, Non, franchement, j'ai 1 milliard de questions à te ouais. poser. Genre vraiment, parce que je sais même pas si tu te souviens. Il y a 2 ans, quand tu étais en pleine levée de fonds, on avait échangé sur un live Tu avec, veux que j'oublie? voilà, tu vois, Tu veux que avec le frérot Yves, c'est Jean-Yves, ça. non Yves, pardon, C'est ça. de Palavre, exactement. Et franchement, c'était un moment super. On y reviendra. Et on s'est croisé également au gala de Black Network avec Tanguy. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que je veux tout savoir, là vraiment là, Ouais, j'ai là, j'ai ok. trop de questions là. Je veux tout Je veux savoir. tout savoir Ok, vas-y, c'est bon. dans la mesure de ce que tu veux dire. Ouais, t'inquiète. Mais précisément, tu sais, nous le 8 novembre prochain, on a le Nekao Gala. Ok. Et j'aurais souhaité savoir, parce que comme je l'ai dit, on s'est croisés lors de l'événement, notamment Black Network. Est-ce que tu considères que tout ce qui est événement de ce type, où on peut rencontrer d'autres personnes, network, etc., c'est important? C'est très important. Mhm. C'est très, très important parce que tu as toujours besoin d'aide. Tu as toujours besoin aussi d'aider. Hein, c'est dans les deux sens. Et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu sais pas sur qui tu peux tomber. Et ça peut parfois marquer un tournant dans ta vie, dans ton aventure entrepreneuriale. Donc, c'est important de networker et de rencontrer de nouvelles personnes, en effet. Mhm. Dans quelle mesure, toi, dans le cadre de tes activités dont on va parler, ça t'a aidé? Est-ce qu'à un moment donné, tu as été amené à serrer des mains, à rencontrer des personnes qui ont pu t'aider à avancer? Pendant ma levée de fonds. En Mhm. fait, c'est le moment où je suis sortie de ma grotte parce que mon entreprise, elle existe depuis 2017. Mais on m'a connue uniquement lors de ma levée de fonds, pardon. Parce que c'est le moment où il fallait, que voilà, que je sois, on va dire, entre guillemets, un peu plus sur le devant de la scène, ce que je n'aime pas forcément, même si ça se voit pas parfois. Et voilà, j'ai rencontré plein de belles personnes. J'ai rencontré plein de belles personnes qui m'ont beaucoup aidée, dont Tanguy, Yes. qui a été vraiment
Il y a rien à dire. Et même pas de mots pour dire comment il a été, mais il a été. Donc voilà. Et puis après, il y a eu aussi le député, Monsieur Servat. Yes. Qui a eu plein de gens. Il y a eu plein de gens. Il y a eu beaucoup de monde et ouais, ils m'ont donné un bon coup de boost, pardon, un bon coup de boost. Et ce fut un plaisir aussi même de rencontrer de nouvelles personnes, des gens qui m'ont pas forcément aidé, mais que j'ai aimé rencontrer. Il y a toutes les personnes aussi qui ont investi dans l'entreprise, qui, bah maintenant grâce à eux, hein. Donc j'ai pu voilà, le chef gang dont tu fais partie. Bien sûr. Voilà, donc tout mon gang et non franchement, après voilà, c'est un exercice quand même qui peut être compliqué pour les personnes de mon type, donc introverties et réservées, où là vraiment tu dois sortir de ta zone de confort, mais d'une manière, tu vois. Et ouais, ça a été quand même compliqué, mais quand même énormément de bons moments. Comment s'est faite la rencontre avec Monsieur le député Olivier Servat? Parce que quand j'ai vu votre rencontre, je me suis dit waouh, comment ça s'est fait? Enfin, comment ça s'est fait? J'ai envoyé des messages à Monsieur Servat partout. Ok, donc bah après, tu vas c'est toi qui as provoqué. Ok. Ah oui, non, c'est moi qui ai provoqué toutes les rencontres que j'ai. Parce qu'en fait, de base, moi, je connais personne. Je travaille toute seule. Et voilà, je suis dans mon coin, je suis bien, je suis tranquille. Mais quand tu as besoin de commencer à rencontrer de nouvelles personnes et que tu connais personne, tu fais comment? Bah, c'est à toi d'aller voir les gens, tu vois. Ouais. Et t'as pas le choix. Donc non, ça n'a pas été par le biais de quelqu'un. C'est vraiment moi qui suis allée le chercher. Ok. Clairement. Et il m'a pas répondu tout de suite, hein. Ça a été très long. De toute façon, c'est un député, hein, il est occupé, voilà. Et puis après, il m'a mis en contact avec l'une de ses assistantes, adorable, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai pu revoir après à plusieurs reprises. Et ensuite, bah, je l'ai rencontré lui directement à l'Assemblée nationale. Trop bien, trop bien. Ça a provoqué une avancée aussi quant à ton combat. Encore une fois, on va en parler. Et par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu produis aujourd'hui. Oui, bah déjà, ça a été très concret dans le sens où il est à l'origine de la loi concernant la discrimination capillaire, quelque chose que j'ai pu vivre et pour lequel bah voilà, je me bats d'une certaine manière aussi aujourd'hui. Donc là, ça a pu aussi concrétiser, matérialiser, rendre tangible un projet qui n'est pas forcément anodin, surtout quand on parle de cheveux. En général, on nous rit facilement au nez. On dit: «Ouais, c'est juste des cheveux, vous vous plaignez de quoi?» et cetera. Et là, en fait, ça a mis de la valeur et de la lumière sur un sujet qui est très important, je pense, en tout cas selon moi, dans la société actuelle, tu vois? Et le voir, ça a été, le voir et agir surtout, parce que bon, le voir pour le voir, voilà, mais le voir et agir en ce sens a été quelque chose d'important. Trop bien. Bon, j'ai dit en préambule, préparez-vous, Madame Célia. J'ai dit que je voulais tout savoir. Je sais que tu viens du 91, Ouais. mais dans quel environnement tu as évolué, environnement familial, pardon. Quel a été ton parcours scolaire? Comment est-ce que de cela, tu es arrivé à créer du coup cette marque? Question, coupe les questions. Non mais tu vois, dans tous les cas, on y reviendra. Mais tu vois, Ouais. pour que tu comprennes un petit peu Ouais, vers le cadre, c'est ça que j'aimerais savoir. Comment est-ce que, et je te l'ai dit pareil off caméra, comment est-ce que des études, je sais que tu as fait des études, t'en es arrivé à l'idée de te dire, je veux créer ma société, Scheller. Bon, dis-nous un peu, je vais te poser les questions de toute façon en entrecoupé, mais déjà par le début, d'où est-ce que tu viens et quelle est la cellule familiale dans laquelle tu as évolué? OK. Alors, dans le 91, fièrement rissorangiste. Le J'ai pas commencé, tu vois? J'essaie de rester professionnelle. Donc ça va vite, hein. on est prêt. Bref, donc du coup, donc j'ai grandi avec ma mère et ma grande sœur, ma grand-mère aussi. Donc on était, voilà, nous 4. Mon père est parti lorsque j'avais 3 ans. Il est parti parce qu'il est tombé malade. Je précise toujours parce qu'on aime trop dire: «Oui, c'est parce qu'elle était voir ailleurs». Non. Il est tombé malade et malheureusement, et d'ailleurs c'est un sujet aussi pour lequel je me bats aujourd'hui, donc il est tombé malade, donc schizophrénie. Et comme beaucoup de personnes afro, il a pas voulu soigner. Il a dit les psys là, c'est pour les personnes faibles, moi je vais pas là-bas. Et ma mère, elle a dit: «J'ai 2 enfants, si tu veux pas te soigner, je vais m'occuper de mes enfants». Et donc du coup voilà, il y a eu séparation et puis après il est parti, il est parti.
Voilà. Donc on a grandi, voilà, comme ça. Et moi, dans ma tête, quand j'ai commencé à grandir, où je vais avoir 6 ans, 6, 7 ans, je commençais à me dire, bah, du coup, moi, j'ai envie de m'occuper de mon père. Et je savais depuis petite que travailler, entre guillemets, normalement ne me permettrait jamais de pouvoir prendre soin de moi et de mon père. Donc je savais déjà à cet âge-là que je serais pas une simple salariée, en fait. Donc c'est pour ça que, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Voilà, désolée, fallait être là, hein. Fallait être là. Mais que, ouais, moi, très jeune, très, très jeune, j'ai su que je serais pas une, juste employée. Donc, sans vouloir mépriser les femmes qui sont C'est employées, important de le hein. dire. Voilà, je ne méprise pas les employés, pas du tout. Mais en tout cas, par rapport à la conjoncture, la manière dont j'ai évolué, sachant que, bon, on était dans un appartement, il y avait des cafards, vraiment, tu vois, il y avait pas de chauffage. Moi, comme j'ai toujours j'en ai pas souffert, j'étais un bébé, c'est l'environnement dans lequel je suis née. Donc là, à l'heure actuelle, moi, j'ai oublié tout ça. Je me souviens des cafards, je me souviens pas d'avoir eu froid, tu vois? Et je sais qu'on a déménagé quand j'avais 6 ans, donc dans la même ville, toujours à Rangis. Et voilà, là, dans un très bel appartement, tout va bien, et cetera. Mais je me souviens quand même que c'était compliqué. Et j'ai toujours su depuis très petite ce que je voulais pas. Je savais pas ce que je voulais, mais je savais que ce que je ne voulais pas, et que je voulais prendre soin de mon père. Ça, c'était vraiment, je pense que c'est mon plus grand pourquoi avant tout, c'est mon père, de Ouais. base, tu vois? Et et aussi à la maison, alors j'espère que ma mère elle va pas regarder, parce qu'elle aime pas quand je parle de ça. Je suis désolée maman, je m'excuse déjà. Mais ma mère elle pas d'histoire de oui, si tu regardes ce que tu veux à la télé, elle regardait ces trucs et tu devais regarder ce qu'elle regardait avec elle. Et ce que ma mère, elle adore, c'est tout ce qui est film de gang, tout ce qui est, voilà, culture hip-hop, et cetera. Ma mère, elle est à fond dans ça et moi, j'ai grandi, du coup, avec cette culture cinématographique. Pourquoi elle n'aime pas quand tu parles de ça? Attends, j'ai pas fini. Mhm. Et bah, déjà, j'étais un enfant, je regardais ça, j'ai pas regardé ça déjà. Ah, enfant, ok, Mais d'accord. bon, Ok. et ouais, parce que là, c'est ma période primaire. Moi, en fait, toute ma vie, c'est ma période primaire qui a fait que je suis là aujourd'hui. Et et donc on regardait ça, j'adorais ça. C'était énorme. Enfin, malheureusement, je sais pas, heureusement, c'était un environnement que j'aimais beaucoup. Et en fait, moi, ce que je voyais pas des bad boys, et cetera. Moi, ce que je voyais déjà, c'était des entrepreneurs. Je me disais, le gars, il y a toujours un mec, d'accord, vraiment, je fais la scène cliché, tous les films, ils sont pareils. Il y a un mec, il est dans une boîte de nuit, mais il est au 3e étage, tu vois. Et puis, il y a des mecs qui viennent le voir et ils font déjà le compte rendu de toute la journée. Là-bas, on a vendu tant. Là, il y a un tel qui a essayé de nous braquer. Là, pour le business, on fait de l'importation. Et en fait, moi, je me disais, mais en fait, lui, il est tout seul dans son bureau et il gère plein de business en même temps. Et il y a un mec. Non, je parle de films. Ah, c'est quoi? Mais je peux pas te donner de ref, mais c'est vraiment les films des années 70, Ah, ok, d'accord. disco, avec films de gang et tout. Ok. C'est ma mère, elle consommait ça énormément. Et moi, je voyais des entrepreneurs, malheureusement, heureusement. Tu vois, je voyais pas vraiment le truc de oui, c'est pas bien, Violence. la drogue, violence, sexe, etc. Moi, je voyais un mec qui gérait une équipe. Et après, ils avaient du coup une zone, genre une rue. Et voilà, il y a ceux qui vendaient, ceux qui faisaient ça. Et moi, en fait, je me disais, ouais, quand je serai grande, je voudrais devenir une femme d'affaires. Donc moi, je voulais pas être bandit, hein. On entend bien ce que je dis, hein. Mais pour moi, c'était des hommes d'affaires. Et en soi, c'est des hommes d'affaires, hein. Il y a importation, exportation, il y a un marché, Bien sûr, bien il y a sûr. des équipes à gérer, et cetera. Et en fait, moi, je voyais ça comme ça et je me suis dit, c'est ça, parce que aussi dans les films, tu vois les liasses de billes, et cetera. Et moi, je me disais, en fait, c'est ça qu'il me faut pour m'occuper de mon père. Parce que du coup, c'est 2 bouches à nourrir, 2 logements. Et je voyais ça déjà comme ça. Et je me disais, mais ma mère, déjà, on avait des difficultés à nous 3. Je me dis, mais je pourrais pas prendre soin d'un homme. C'est déjà un homme. Donc je me dis, voilà, il va falloir l'habiller, le nourrir, le ceci, le cela. Et en fait, dans ma tête, il fallait énormément d'argent. Et je voyais ça comme ça. Et en fait, c'est comme ça que après j'ai évolué et que dans ma tête, je me suis dit, OK, je sais pas ce qui va se passer, mais plus tard, je serai une femme d'affaires. C'est comme ça que j'ai commencé cette histoire-là. Et d'ailleurs, moi-même, je l'avais oublié, c'est ma mère qui m'a raconté ça pendant ma levée de fonds. Elle me disait, tu sais que quand t'étais petite, tu dis que t'allais être une femme d'affaires et t'es en train de le devenir, tu vois. Et, mais ouais. Donc, en fait, c'est comme ça et c'est vraiment cette image-là que j'ai eue en regardant ces films-là avec elle. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait. Même si c'est pas ça, faut pas faire ça. Non, Il y a mais d'autres manières de le faire, en tout cas. ça t'a inspiré de façon différente et c'est important d'avoir à le dire parce que on néglige à quel point, notamment quand on est enfant, adolescent, l'imaginaire est superbement important. Ouais. Et tu vois, la preuve, c'est que ta mère, elle t'en a parlé alors que tu étais en train de faire quelque chose de fou. Parce qu'on va le dire hein, quand même. Hein, je le disais tout à l'heure que j'avais participé à un live
quand tu étais en pleine levée de fonds. Mais c'est quelque chose qu'on avait abordé, en fait. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Donc, c'était un truc de fou. Et ta maman qui te le rappelle, te disant, tu sais, quand tu étais petite, tu disais que tu ferais ça. On n'imagine pas à quel point le fait d'avoir, tu sais, t'as certaines personnes qui disent que la parole est créatrice. Le fait d'avoir, en fait, à développer son imaginaire et à se dire, et à le dire, hein, tu vois. On parle aussi de manifestation. Plus grande, je serais ça. On n'imagine pas à quel point ça peut être important. Est-ce que tu as grandi, du coup, avec des frères et sœurs? Et ensuite, on va rentrer dans la dimension scolaire. De quelle façon est-ce que tu as évolué dans la sphère de l'école? Ok. Alors, j'ai une grande sœur, on a 9 ans d'écart. Et en fait, moi, quand j'étais petite, justement, quand je voyais d'où on venait, j'ai toujours admiré son parcours. Parce que elle est devenue comptable. Mais pour moi, à l'époque, c'était déjà, genre, travailler dans les bureaux, etc. Donc, ma mère, elle est aide-soignante, sans vouloir non plus mépriser les aides-soignantes. On le dit toujours, parce que voilà. Important. Mais moi, pareil, quand je suis arrivée, ma mère, elle m'a toujours dit, tu ne seras jamais aide-soignante. Il est hors de question que tu mettes un pied dans un hôpital, tu ne travailleras pas ici. Elle me l'a toujours dit, tu feras pas la même chose que moi. Dès le début, c'est ça, c'était, voilà. Elle a toujours fait en sorte qu'on ne fasse pas ça. Et du coup, moi, je vois ma sœur qui travaille dans les bureaux, qui travaille à Paris, etc. Donc, toi, t'as 9 ans. Du coup, elle a 19 ans. Moi, c'est un truc de fou, tu vois, genre travailler à la Défense et tout. Et même toucher un salaire de 2000 euros, tu te dis, waouh, à l'époque, tu vois, tu te dis, mais attends, ça y est, elle a percé, tu vois. Et vraiment, ma sœur, je la voyais comme ça. Et en fait, c'est pour ça que moi, je me disais, ok, bah, il va falloir que j'arrive à faire bah, comme elle, quoi. Tu vois, je voulais pas être le vilain petit canard au final, même si je pense que c'est un petit peu ce que je suis Oh. de la famille. Bah, tu sais, quand tu fais l'entrepreneuriat, on va en parler après. Oui. C'est un autre sujet. Oui. Mais bon, voilà. Ça m'intéresse. Et en fait, quand je l'ai vu faire ça avec moi, j'étais totalement perdue. Je savais pas ce que je voulais faire. Je savais ce que je ne voulais pas dans ma vie, mais je ne savais pas ce que je voulais faire d'un point de vue scolaire. Et donc, ma sœur, elle avait l'habitude de fréquenter tout ce qui était salon étudiant à l'époque. Il y avait des salons de l'étudiant sur Paris. Exactement. Et pareil, dans mon environnement, on connaît pas ça. Donc, j'avais de la chance d'avoir une grande sœur qui connaisse Paris, qui connaisse des salons comme ça. Et puis, ma mère, très ouverte d'esprit, qui connaît rien du tout, mais qui m'emmenait quand même regarder des trucs d'école et tout, alors que, enfin, on comprenait pas, mais on y allait. On parlait à des gens, on savait même pas de quoi on parlait, mais on parlait quand même. Et comme tu disais juste avant, les paroles sont créatrices, les actions, des fois, il y a des choses que tu fais, tu te dis, je sais pas ce que je fais là. J'ai l'impression que ça sert à rien. Mais au final, c'est des graines que tu plantes à chaque fois sur ton chemin et en fait, voilà, ça va revenir après. Et du coup, bah voilà, par rapport à ma sœur et son parcours, j'ai voulu faire comme elle et me dire, bah voilà, moi aussi, je vais faire des études. Donc, elle a fait un BTS. Je me suis dit, bah ok, ça veut dire qu'après le lycée, je sais que moi, je vais pas arrêter. Tu vois. Alors que j'étais, ouais, en 9 ans, donc j'étais encore primaire, début collège. Et voilà, c'est ce qui a drivé en fait ma scolarité, tout en sachant que ma sœur, comme moi, on ne travaillait pas du tout à l'école. Pour moi, l'école, c'était de la stratégie. Dans le sens où, comme j'avais déjà cette mentalité de quand je serai grande, c'est passé de je serai une femme d'affaires à quand je serai grande, je serai riche. Pour être riche, il faut faire quoi? Il faut travailler dans ma tête, hein. C'est pas la vérité. Mais dans ma tête, pour être riche, il faut travailler dans les bureaux. Pour travailler dans les bureaux, il faut faire des études. Donc, du coup, je vais faire des études et je vais avoir des diplômes. Parce qu'en France, il faut avoir des diplômes. Et donc, du coup, je vais être en train de me dire, bon, bah, tant que tu valides chaque année, pas la peine de valider à 15, 20. Juste, faut avoir 10, faut valider. Tu valides. Et en fait, tu fais ça. Et j'ai toujours validé. Et voilà, hein. Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, tu as validé jusqu'où? Alors moi, je le sais, jusqu'au bachelor. Bachelor, master, D2E. Et- Donc, j'ai fait... mon parcours, il est assez... En fait, faut revenir encore un peu en arrière. Au collège, je prenais des cours de danse afro-caribéenne. Je suis guadeloupéenne. Ma professeure, elle arrête les cours, je rentre chez moi, je dis à ma mère, j'ai pas envie d'arrêter. Elle me dit, OK, on va ouvrir une association. Ma mère, elle connaît rien, ça, encore une fois. On se lève, on va à la mairie, on dit bonjour, on aimerait ouvrir une association. On aimerait avoir une salle, on aimerait avoir ceci, on aimerait... Tout ce on a voulu avoir, on l'a eu. Je vous passe parce qu'on va parler trop. Je passe l'histoire. Et en fait, là, déjà, l'entrepreneuriat commence là pour moi. Déjà. Totalement. Ça veut dire qu'ouvrir une association, c'est ouvrir une structure. Gérer une équipe de danse, un groupe de danse, trouver une professeure. Faire de la communication dans la ville pour qu'il y ait des gens qui viennent prendre les cours, parce que j'ai pas dansé toute seule dans la salle avec la prof. Ensuite, aller dans des événements, gérer les événements, la logistique, les costumes. Après, on a fait aussi de l'événementiel, etc. Tout ça, on connaissait rien. Et on a fait tout ça. Après, on a arrêté parce que voilà, la vie de ma mère, elle a un peu changé. Moi, je suis arrivée aussi, du coup, au lycée. Quand j'ai eu 15 ans, je voulais avoir mon permis à 18 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé mon BAFA pour pouvoir payer mon permis. Je passe mon BAFA, je paye mon permis, je commence à 17 ans, j'ai eu mon permis à 18 ans.
J'ai eu mon permis. Ensuite, je savais pas ce que je voulais faire. Je travaillais super mal à l'école. Comme j'en parlais tout à l'heure, j'avais des moyennes, tout ça. Bon, voilà. Compliqué. Je travaillais très, très mal. Compliqué, sport fainéantise, j'avais pas envie de travailler. Et en plus, voilà, j'étais focus sur moi, je voulais mon permis. Entre avoir une voiture et avoir 20 de moyenne, tu préfères quoi à cet âge-là, franchement, avoir une voiture? Je fais quoi C'est une question, ouais, Je vais faire quoi avec d'énergie. T'es 20, grave. Je préfère aller au code le soir que faire mes devoirs. Il y a pas de débat. Donc, du coup, j'ai mon bac à la grande surprise de tout le monde. Même mes profs, pour te dire, ils sont passés regarder la liste. Et en plus, Valérius, donc j'étais à la fin. Ils ont vu mon nom, ils étaient choqués. D'ailleurs, je trouvais ça très méchant. Tu sais que tes profs, ils se déplacent pour voir la liste et ils disent, ah, Célia, elle est là. Oui, elle est là, en fait. Je t'ai dit que j'allais être là. Bref. Donc, du coup, j'ai mon bac. Et étant donné les mauvaises notes que j'avais, parce qu'en fait, tu dois choisir avant d'avoir ton bac, ce que tu vas faire à l'université, etc. Je savais très bien que j'irais pas à l'université et que j'allais pas avoir ce que je voulais à cause de mon niveau, au niveau de mes notes. J'étais une jeune femme très intelligente. Et du coup, je me dis, bon, j'allais quelque part où tu rentres sur concours. Je m'inscris à une école de commerce que j'ai connue grâce justement au code. C'est sur les bancs du code que j'ai entendu des filles plus âgées que moi parler de leurs études et disaient oui, il y a une école de commerce à Évry et tout. J'avais jamais entendu le terme, juste le mot école de commerce, j'avais jamais entendu. Et du coup, je vais regarder sur Google et tout, je vois les cours, je vois communication, je me dis tiens, c'est ça que je faisais dans mon asso. Je vois marketing, je me dis ah ok, et je connais tous ces mots-là, je les connaissais pas. Et quand je vois la liste des cours, en fait, je fais des ponts. Je me dis mais faut que ça tu l'as déjà fait, mais je savais pas que tu faisais ça. Donc vu que c'est une période de ma vie qui a été très 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 constructive, qui m'a vraiment voilà apporté énormément, je me suis dit mais c'est trop cool si tu travailles dans ça. Et comme encore une fois, je savais pas ce que je voulais faire comme métier. Et en plus je vois aussi comptabilité, ma sœur était comptable, je me dis ok, c'est cool, je vais aller voir. Et en fait, je regarde, je m'inscris au concours. Je te passe encore les détails, mais je réussis les concours. À l'écrit, j'étais choquée déjà parce que j'ai justement vu mon niveau a priori qui était médiocre. Bah, j'ai réussi les concours, donc à l'écrit. Après, à l'oral, en anglais, j'avais 2 de moyenne au lycée, donc j'ai eu 1 à l'oral d'anglais, mais j'ai eu 19 en personnalité. C'est comme ça que je suis passée en école de commerce. C'est ça. Et donc j'arrive en école de commerce. On en a parlé en off, mais très compliqué socialement parlant. Bon, on l'a fait. Voilà. Et donc, double bachelor. Et après, j'ai enchaîné sur le master. Après, j'ai fait un diplôme étudiant entrepreneur, donc des 2 E. Et après, j'ai fait encore 2 formations concernant le capillaire parce que je vais déjà créer mon entreprise, du coup, pendant mes études. C'est exactement ça. Quoi qu'il arrive, l'éducation financière dans notre communauté est vitale. Parce qu'on est une communauté qui passe son temps à dépenser chez les autres et qui n'est pas capable de dépenser en son sein. Waouh. Et si tu dépenses tout le temps à l'extérieur, tu nourris les autres, tu les renforces, mais tu ne nous renforces pas. C'est ça. Ils t'ont toujours appris la même chose depuis que tu es enfant. Travail dur. Travailler dur, mais à aucun moment on t'a appris à faire fructifier ton argent. Résultat, tu avances dans un monde capitaliste avec des codes, avec des schémas et tu ne détiens pas les armes qui peuvent te permettre d'accéder à ta vraie liberté. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la Nekao School. Et pour être clair avec toi, c'est pas juste une simple formation. Il s'agit véritablement d'un mouvement. L'objectif est très clair, c'est de faire passer notre communauté d'un héritage dit post-colonial À une souveraineté concrète, sans magie, sans artifice, et de façon très simple. Premièrement, en reprenant le contrôle de nos finances, en changeant notre rapport à l'argent, en s'intéressant au monde de l'investissement, en s'intéressant également à la transmission. Et aujourd'hui, toutes les clés sont là, devant toi. Mais avant de voir un changement collectif, c'est à titre individuel que l'on doit changer. Et là, c'est là que toi tu interviens, parce que c'est à toi de te prendre en main. Et la bonne nouvelle, c'est que personne t'a dit que tu devais le faire seul. Et c'est exactement pour ça que notre objectif, c'est de pouvoir permettre à 1 million d'afro-descendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement. Donc si toi aussi, oui toi, c'est bien à toi que je m'adresse. Tu veux 1. Sortir du brouillard financier. 2. Enfin comprendre les règles du jeu capitaliste. Oui, on vit dans un monde capitaliste. Et 3. Rejoindre une communauté qui a décidé d'avancer main dans la main ensemble. Alors on n'attend plus que toi. À l'heure où on parle là, c'est plus de 500 personnes qui ont décidé d'avancer ensemble pour comprendre, saisir et implémenter des réalités que malheureusement ils ne maîtrisaient pas. Donc n'hésite pas, surtout que tu sais quoi, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien que tu as en bas là dans la description. S'il te plaît, n'attends pas que le monde change. Deviens le changement. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez. Ouais. C'est vraiment moi ça que j'ai envie de comprendre.
vient la création de Sheber, 2017, si on ne m'abuse. Exactement. Et en fait, la grande question que je me pose, c'est, sachant que déjà toute petite, tu sais que tu es une femme d'affaires, que ça se matérialise au travers de la création de cette entreprise. On va comprendre comment est-ce que ça te vient, comment l'idée te vient, etc. En fait, pourquoi pousser au niveau des études, sachant que, en fait, ça y est, t'avais ton bébé qui était là, que t'allais développer, qui t'a rapporté. Tu vas nous expliquer aussi comment. Peut-être pourquoi avoir poussé, alors que finalement le plan que tu nous évoques, je vais faire des études, comme ça me garantit, quand tu étais plus jeune, le fait d'être riche parce que je vais avoir un meilleur emploi avec une meilleure rémunération. Alors pourquoi t'as Puis je poussé? pense en tant que salarié quand je dis ça, tu vois. Oui, exactement, exactement. Là, je pense en tant que C'est salarié. ça. Et moi, j'avais oublié que je voulais être une femme d'affaires. Je me souviens, tu sais quoi, il y a un moment, le jour d'intégration, quand Oui. j'arrivais à l'école, Exact. il y avait, tu sais, la grande scène, tout ça, la grande amphi. Tu connais pas ma chambre. Sans vouloir critiquer mon lycée, parce que j'adorais mon lycée, c'était trop bien. Mais genre, je passais, c'est un lycée qui passait haut sur TF1, tu vois. Donc, moi, tout ça, je connais pas. J'arrive dans un environnement, ne serait-ce que même les concours à l'écrit, je suis arrivée en jogging, moi. Tout le monde est arrivé en tailleur, je sais, des ouf, on va écrire pourquoi vous avez, enfin bref. Mais c'est des codes que je n'avais pas, Bien sûr. tu vois. Et j'arrive, et quand même, je me rappelle, le directeur d'école, il monte sur scène, il dit, oui, est-ce qu'il y en a qui aimeraient créer des entreprises? S'il y en a, levez les mains. Et, et en fait, j'ai levé la main, mais timidement, je crois que je l'ai levé en dernière, parce que je me suis dit, en vrai, j'aimerais bien, mais je sais pas, en fait, tu vois. Et ça, c'était la première année, et du coup, j'ai créé mon entreprise, 2 ans après. Du coup, à la 3e année de mon bachelor. Et en fait, je l'ai faite un petit peu dans l'urgence, dans le sens où, quand je me suis inscrite à l'école, j'ai parlé de mes notes, mais j'ai pas parlé aussi du côté financier. Pendant tout ce moment-là, moi, j'ai toujours été boursière dans ma vie, je n'ai jamais eu, voilà, les moyens. Et en fait, je vais faire les concours. Je sais déjà que j'ai pas les moyens dans cette école-là. Dès le début, je m'inscris, je sais que j'ai pas l'argent pour y aller, tu vois. Et je me souviens même qu'à l'époque, Kerry James, il offrait Oui, des les bourses. bourses, Et je m'étais exactement. inscrite et tout, mais je me suis dit, mais dans tous les cas, même lui, enfin, il regarde par rapport aussi à la méritocratie. J'ai pas les notes, tu vois. Et de toute façon, même, j'avais dépassé les dates et tout. Mais, et d'ailleurs, même ça, il m'avait beaucoup inspiré à ce moment-là, parce que moi, voilà, j'ai grandi avec tout ça, donc je me disais, ouais, enfin bref. Et je savais déjà que j'avais pas l'argent. L'argent, tu l'as pas, ma belle. Mais je m'inscris quand même. Je m'inscris et moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur, je m'en fous en fait. Je me dis, si j'y vais, c'est que je dois y aller. Je crois au fait que je suis toujours au bon endroit, toujours au bon moment, je suis jamais en retard, tout est toujours parfait. Donc si je suis là, c'est que je dois être là. Et j'ai réussi les concours, c'est que je devais être dans cette école, c'est tout, je me suis pas prise la tête par rapport à ça. Et pareil, je vais voir ma mère encore une fois, je lui dis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, j'ai été prise dans une école de commerce. Elle me dit, ok, elle savait pas trop, mais elle dit, ok, c'est bien, tu vois, donc elle est contente. J'ai dit, ouais, mais genre, il va me falloir 15 000 €. Tout. Je vais faire comment? Ok. Donc voilà. Et là, donc, je travaillais, donc j'étais caissière en cinéma et en même temps, je travaillais sur les marchés. Et d'où aussi le fait que c'était très compliqué pour moi socialement, parce que même quand je crée des liens avec des gens, c'est les étudiants, ils font la fête tout le temps, pizza, tout ça. Moi, j'allais travailler, en fait, après les cours. Je pouvais pas être avec eux. Ils avaient du mal à le comprendre aussi pour eux, étant donné aussi, on va dire, mon caractère, ma manière d'être. C'était juste, elle s'en fout de ma vie. Alors que non, je m'en fous pas de ta vie, mais on n'a pas les mêmes réalités, en fait. Et en fait, à la fin, 2e année, j'étais obligée de faire donc un voyage à l'international pour valider mon diplôme international. Parce que du coup, j'ai un double bachelor en France et en Irlande. Et j'avais pas le choix de partir. Et pour moi, c'était un obstacle parce que ça veut dire pas d'argent qui rentre. Je peux plus travailler en caisse ni sur les marchés. Je vais pas pouvoir payer mon école, en fait. Et au bureau, on m'avait dit, en gros, même si tu valides ton année, le temps que tu paies, on donnera ton diplôme quand tu auras fini de payer. Donc, c'est-à-dire, si j'aurais fini de payer dans 5 ans, j'aurai eu mon diplôme au bout de 5 ans. Et pour moi, hors de question. Il faut savoir que je suis une personne aussi très spirituelle, donc j'ai prié pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et je me souviens, voilà, de ce jour-là où je tombe sur un reportage sur le Tchad. Et moi, capillairement parlant, ma tête est dans un état déplorable. Et je me dis, mais non, c'est magnifique, c'est trop bien, je veux tester, etc. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à créer Sheber et qu'en un été, j'ai pu payer toute ma scolarité. Et ensuite, j'ai pu payer mon voyage, mon logement, tout, pour valider mon bachelor. C'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Même si ça n'a pas été facile. Par exemple, j'étais la seule à arriver en Irlande, il pleut tout le temps. J'allais en cours à vélo.
tu vois. Faut pas croire non plus quand je dis j'ai fait ça en un été. Comme si t'étais en mode Voilà, luxe. je suis pas arrivée là-bas, j'ai pas loué location de voiture, tu vois. J'étais en vélo, à la fin du voyage, je mangeais plus. J'étais toute maigre, mais je rigolais, hein, je voyais des vidéos de ma mère, je disais ouais, j'ai pas mangé, je rigolais sur les vidéos pour dire regarde comment je suis en galère, mais t'inquiète, je rentre bientôt, ça va aller, fais-moi à manger et tout, tu vois. Mais c'est parce qu'en fait quand je suis arrivée dans cette école-là, tous les obstacles que j'allais avoir sur mon chemin, je savais déjà que j'allais les avoir. Enfin, faut pas être bête. Tu sais très bien que tu vas dans une école, t'as pas les moyens. Forcément, tu vas vivre des moments compliqués. Tu vois, donc je vais pas arriver me plaindre, je savais. Mais j'étais prête. Tu vois, à les vivre. Je trouve ça surprenant, et je pense que ça dénote énormément de ton caractère, que malgré le fait que t'aies créé Sheber, que c'est fonctionné au point que ça t'ait permis, de payer, en fait, ton école, etc., et c'est pour ça que je te posais la question, en fait. T'as manifesté quand t'étais jeune. Entre-temps, le rêve, il s'est entre guillemets évaporé parce que la réalité, en fait, d'ailleurs, pareil, on l'évoquait, c'est l'école, les diplômes pour avoir la meilleure rémunération possible une fois arrivé sur le marché du travail. Entre-temps, se crée Sheber, et t'aurais pu dire, mais en fait, déjà cet argent-là, au lieu de le donner à l'école, je vais le garder pour moi, tu vois, ou en tout cas pour développer ma société. Et d'autre part, en fait, c'est bon, j'ai trouvé, en fait, pourquoi me casser la tête à rester dans ce chemin de difficultés, etc. Surtout que la validation du diplôme, et ceci la question. Mais c'est ça, en fait. Donc c'est en ce sens que je te posais la question. Oui et non. Mais alors, dans un premier temps, là, c'est là que ma sœur revient à la charge. Ma sœur, elle est partie de la maison, j'avais 10 ans, donc elle avait 20 ans. Elle m'a pas vue charbonner comme j'ai charbonné. Elle a pas vu non plus l'argent que j'ai fait rentrer. Elle se dit, tu t'es pas sûre de ton entreprise, continue tes études. Tu vois. Et elle me dit, tu sais pas, genre, tu viens de commencer, continue. Et tout. Sachant que moi, j'avais arrêté, c'est sûr que j'ai fait mon bachelor. En réalité, j'ai arrêté l'école, moi. Et en fait, j'ai repris 1 an après le master. D'accord. Moi, j'avais arrêté, moi. Je voulais arrêter, j'avais tellement dire, mais j'ai pas besoin de master. Je m'en fous. J'ai pas besoin de diplôme. J'étais déjà comme ça. Et ma sœur, elle m'a dit, non, tu reviens, tu retournes à l'école. Et du coup, j'ai réessayé et j'ai refait les concours, sachant que j'aurais pu continuer directement en master. J'ai refait les concours et, j'ai encore réussi. Je pensais pas que j'allais y arriver parce que pareil, j'ai pas révisé les concours. Moi, je suis arrivée comme ça. Et j'ai encore réussi. Et la fille est toujours choquée. Et j'ai encore réussi. Et de toute façon, je me dis pourquoi j'ai accepté d'y retourner, parce que j'ai pris un master en spécialité entrepreneuriat. S'il n'y avait pas une spécialité entrepreneuriat, je ne serais pas retournée. Et en fait, j'avais 3 semaines sur mon entreprise, 1 semaine en cours. Je me suis dit, en vrai, c'est bénéfique. Dans un incubateur, j'étais entourée, du coup, d'entrepreneurs, de personnes, voilà, d'investisseurs, de personnes qui étaient en capacité, de m'aiguiller. Sachant que j'ai quand même aussi, appris énormément de choses à l'école qu'on n'apprend pas non plus, même, soit en faisant plein de bêtises, donc en entrepreneuriat dans ton parcours, soit si tu fais vraiment l'effort d'aller chercher, mais il y a des choses que tu penses même pas aller chercher, en fait. Il y a des choses que j'ai appris à l'école, du coup en master, qui m'ont énormément aidée dans mon entreprise, tu vois? Et il y a aussi quand j'ai fait 3 ans en bachelor, comme je t'ai dit, j'ai aussi appris des codes que je n'avais pas forcément déjà envie d'apprendre aussi. Moi, j'ai évolué humainement. Tu vois, au début, moi, j'arrive avec ma mentalité, ouais, déjà, je veux pas d'amis. No new friends. J'ai pas besoin de vous, frère. Ça y est, laissez-moi tranquille. Tu vois, j'avais ma mentalité du lycée en mode, moi, j'étais vraiment quelqu'un qui, comme j'ai dit, je passe mon permis, personne n'est au courant, même ma mère, j'ai passé mon permis, elle savait même pas. Je suis arrivée un jour, j'ai dit, j'ai permis. Tu vois, en fait, j'étais vraiment cette personne qui fait sa vie, qui calcule personne, qui veut avoir besoin de personne. Et voilà, networking, le réseau, tout ça, là, je connaissais même pas le terme. Parce qu'à l'école, ils organisaient des journées de networking. J'en ai pas fait une seule, moi, sur les 3 ans. J'avais pas envie. Je me dis, pourquoi je vais aller voir des gens pour faire quoi? Alors qu'en réalité, là, j'ai déjà ma mentalité initialement d'avoir un bon travail. J'aurais pu trouver un contrat en faisant les journées de networking à l'école. Des entreprises qui viennent, j'en ai jamais rencontré une seule. Tu vois? J'étais pas dans cette mentalité-là. Donc, quand je suis arrivée en master, déjà, j'avais, entre guillemets, évolué déjà, moi, mentalement. Donc, je suis arrivée avec une autre mentalité. J'ai fait plus de contacts et je suis venue pour prendre cette fois-ci. Ça veut dire que quand j'ai fait mes diplômes bachelor, pour moi, bachelor, etc., c'était pour avoir les diplômes pour aller travailler. Là, je me suis dit, là, j'y vais pour prendre. Je viens prendre des connaissances, mais des gens. Ça veut dire que là, mes profs, c'était plus pour moi des profs, c'était des entrepreneurs, des gens, je veux que tu me donnes ton expérience de vie. Je veux que tu me donnes
ton carnet d'adresses. Je veux que tu me donnes. Je suis venue, Bien sûr, bien tu sûr. vois. Et à ce moment-là, mon entreprise aussi, elle a évolué, elle a fait un bond. J'ai sorti de nouveaux produits, branding, j'ai tout changé, logo, j'ai évolué énormément, tu vois. Et je pense pas que je l'aurais fait aussi si je n'étais pas retournée à l'école à ce moment-là. Donc, ça Et t'a... aussi, ma sœur, quand même, qui m'a bien boosté pour me dire retourne à l'école, tu sais pas ce que tu vas quand même devenir avec cette entreprise-là. Donc, ça t'a vraiment servi finalement. Ça m'a servi. Dans le cadre du projet qui Ouais. était le tien. Je sais que tu as confié que ta maman t'avait donné ses économies. Dans un premier temps, tu étais venu en lui disant, maman, il va me falloir 15 000 euros pour l'école. T'inquiète pas, je vais trouver les moyens voilà, de les trouver. Et ensuite, il y a eu cette histoire d'école où, en gros, tu t'es dit, non, même pas cette histoire d'école, cette histoire de Sheila, pardon, Ouais. où tu te dis, OK, là, je vais lancer ça. Maman, comment ça se passe? En fait, ma question, c'est qu'est-ce que ça a signifié, ce geste pour toi, qu'elle t'ait donné ces économies? Et est-ce que ça t'a mis une pression quelconque? Non, alors avec ma mère, j'ai zéro pression. Zéro pression. Elle met pas la pression. On est toutes les deux des personnes, on a la foi. On a peur de rien. En tout cas, elle a peur. Mais quand c'est moi, elle a pas peur. Je sais pas comment t'expliquer. Elle, tu vois, fais attention, c'est une maman, tu vois. Mais quand c'est moi, franchement, même ma mère, je lui dis donne-moi, si elle a 20 000 euros, je lui dis donne-moi tout, là, elle me les donne. Elle va me les donner. Elle a une confiance presque aveugle en moi. Je pense que c'est pour ça aussi que, quand on en parlait tout à l'heure encore en off de ma scolarité, elle, les profs, ils disaient, votre fille, elle travaille pas. Elle venait devant les profs, ma fille, elle aura son bac. Parce que moi, je lui ai dit, maman, t'inquiète, même si les profs, ils disent ça, moi, j'aurai mon bac. Et j'ai eu mon bac. Tu vois ce que je veux dire? Ma mère, elle a confiance en moi. Quand elle m'a donné les 1 000 euros, je lui ai dit merci, je te les rends après, je lui ai rendu. Enfin, tu vois. Et c'est pas, je sais que d'un point de vue storytelling, ça ferait mieux. Je disais, ouais, après, du coup, j'ai eu la pression, j'ai travaillé jour et nuit. J'ai travaillé jour et nuit, oui, mais pas parce que j'avais peur de ma mère, j'avais peur de pas lui rendre, pas du tout. Mais Et pourquoi? ma mère, elle avait confiance en moi. Et elle a confiance en moi. Et je pense que quand ta mère, elle a confiance en toi, en vrai, tu peux pas dire à toi de pas avoir confiance en toi. Bien sûr. Et elle a toujours eu confiance en moi depuis ma naissance. Il y a jamais eu de, tu vois, enfin, je sais pas, ça a jamais été une mère qui m'harcèle quand je traînais dehors. Ouais, tu fais où, avec qui? Je rentrais quand je rentrais. Et je rentrais pas non plus à des heures pas possible. Je pense aussi le fait qu'elle ait eu confiance en moi. J'ai toujours aussi été quelqu'un de super respectueux. J'ai un respect énorme envers ma mère. Et, parce qu'en fait, elle a confiance en moi. J'ai jamais abusé, j'ai jamais fait de bêtises. Tu vois, en réalité, elle a jamais eu besoin aussi de s'inquiéter. Aussi, tu vois. Je lui ai pas donné de raison de s'inquiéter, mais elle m'a aussi tellement tout donné pour que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui, que j'ai pas de raison d'avoir de doute, en fait, tu vois. Et même des fois, on me demande, ouais, mais par rapport à ce que tu fais, j'ai pas de doute. Je suis fatiguée, oui. Je suis fatiguée psychologiquement, physiquement, mais est-ce que ça va marcher? Non. J'ai pas de doute, mais parce que j'ai une mère qui n'a pas de doute, en tout cas vis-à-vis de ma personne. Même si je lui avais dit, bon là aujourd'hui c'est mort, mais je lui avais dit ouais j'arrête chez Berre, je vais travailler parce que j'ai une super opportunité. Vas-y. Elle a confiance en moi, tu vois. Et bon, aujourd'hui non, faut que voilà, avec tout ce que j'ai fait par rapport à chez Berre, je dis Pour que ça elle a dit oh quand même, tu vois, parce que c'est énormément de sacrifices, tu Bien vois. sûr, bien sûr. Mais non, en fait, non, je suis désolée, je sais que ça aurait été plus stylé que je dise Ah que non, j'ai non, fui non, la façon, mais j'ai pas. c'est justement, c'est ça, c'est ton histoire qui nous intéresse. Et parce que je te pose cette question parce que là, tu nous as parlé du côté, enfin, via le prisme de maman, elle te fait confiance et cette confiance, finalement, tu l'as créée ou en tout cas, tu l'as construite avec les années C'est ça. parce que ça a toujours Des fait expériences, voilà. exactement ce que tu disais que tu allais faire. Exact. Et, mais de l'autre côté, moi, c'était ton prisme à toi. Quand toi, tu reçois l'argent, est-ce que tu te dis, OK, là, maintenant, faut pas que je joue parce que c'est les économies de maman. Il va vraiment falloir que je sois en capacité de lui rendre ou franchement, non. Bon, après, tu l'as un petit peu dit, mais en soi, tu avais confiance en toi. Moi, la pression que j'avais, c'était de payer mon école. C'était pas ma mère, c'était pas ma mère. Et j'avais confiance, en fait. Enfin, le chébé, quand c'est arrivé, on était trop à en avoir besoin. C'était impossible que ça marche pas. C'était impossible que ça marche pas au départ. Même si aujourd'hui, ça a changé. Mais au départ, c'était impossible, tu vois. Il y avait personne qui distribuait ce produit-là. J'étais la seule dans le monde. Tout le monde voulait ce que j'avais, tu vois. Donc maintenant, voilà, malheureusement, c'est disponible partout. Mais à l'époque, c'était pas ça. Et je sais pas, en fait, j'ai avancé, voilà. Non, J'ai non, mais avancé. c'est En fait, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. Je me suis bien pas sûr. posé de questions. Mm. Tu vois, pour moi, c'était logique que j'allais la rembourser, Magnifique. tu vois.
Justement, rentrons dans le vif du sujet. Du coup, tu nous as parlé de ce reportage avec, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais cette révélation, tu vois, Ouais. autour de Ah, pour moi, c'en est une, clairement. vraiment, Oui, tu peux. tu vois. Comment est-ce que les choses s'articulent derrière ça? Parce que il y a le reportage, il y a l'idée, comment la mise en place se fait, et puis surtout, quelle est la stratégie que tu mets en place pour commencer à en parler, tes premières clientes. Voilà, raconte-nous un petit peu la genèse de tout ça. Donc du coup, le reportage, comme je te disais, c'était le soir, je me souviens très tard. Ma mère, elle était juste à côté. Je vais la voir. Maman, je regarde, c'est trop bien et tout. Après, elle me regarde, elle me dit, tu veux faire quelque chose? Je dis oui. Il me dit, OK, je te passe les 1 000 €. Elle me passe 1 000 €. Et là, je commence à faire, comme je t'ai dit pour savoir, je commence à rentrer en contact avec plein de gens. Donc après, j'envoie des mails, je passe des coups de fil, etc. Euh, je sais que je le dis rapidement, mais ça a été compliqué, tu vois. C'est juste qu'en fait, c'est passé tellement de choses, et je pense que aussi j'ai vécu tellement de choses beaucoup plus dures aujourd'hui, que maintenant je le dis avec énormément de légèreté, mais sur le moment, c'était quand même compliqué. Et donc, j'ai contacté plein de gens, j'ai créé un site internet super moche. Quand je te dis qu'il était laid, d'une laideur, tu n'as pas idée. Sur quelle plateforme tu l'avais créé? Jimdo à l'époque. Ok, Jimdo est d'accord. une super plateforme, c'est moi qui étais nulle, d'accord? Et mais je l'ai fait. C'est pas grave. Pour moi, il fallait qu'il y ait une vitrine Bien sûr. qui a un logo. Mm. Tu peux mettre, tu peux payer, peux tu peux commander. recevoir, c'est bon. C'est tout. Voilà. Et un logo, encore une fois, aussi super moche. Mais ça, c'est grâce à mon école c'est grâce au bachelor, tu vois. Dans le sens où j'avais déjà eu plein de cours où on t'apprend à faire ci et faire ça. On t'apprend pas à être un expert dans le domaine, on t'apprend à être en capacité d'utiliser les outils. Maintenant, après, encore une fois, c'est toi quand tu rentres chez toi, est-ce que tu vas les pousser ou pas, tu vois. Et moi, voilà, grâce à toutes ces connaissances-là, j'ai pu faire ça. Donc, logo, site internet, contacter les gens. J'avais envoyé de l'argent via, c'est quoi le logo jaune, la monnaie, on le voit partout dans toutes les banlieues. Ok. Tu vois ou pas? Le truc euh, qu'on envoie de l'argent pour que les gens ils puissent les récupérer en espèces après sur le compte. Ah oui, 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 oui. T'as- Voilà, voilà. forcément. Oui, oui, mais 100%. Mais comme ça t'échappe, ça m'échappe aussi. C'est juste oui, T'as le le truc logo. de base. Oui, Voilà, oui, mais de toute façon, c'est c'est un tu truc. vois, Dites-nous dans les commentaires, mais comment je peux voilà. appeler ça? Oui, Franchement, ça va me revenir. on va descendre, on va voir. Bref, mais voilà, et je sais que même ça a été une prise de risque énorme parce que j'ai envoyé énormément d'argent, et même la personne qui m'a envoyé le CB, après elle m'a appelé, elle m'a dit: «Mais t'as pas eu peur de m'envoyer l'argent?» J'ai dit: «Bah non». J'ai dit: «Pourquoi tu comptais pas m'envoyer?» Il me dit: «Bah si». J'ai dit: «Bon bah alors pourquoi j'aurais peur?» Il me dit: «Non, mais parce que pour nous ça représente énormément d'argent, j'aurais pu ne pas te recontacter et partir avec». J'ai dit: «Oui, mais t'aurais perdu de l'argent sur le long terme». Parce que bah forcément c'est fini après. Tu Western vois? Union. Western Union. Parce que si j'avais pas trouvé Voilà. Western Union. Ouais, Voilà. mais je t'envoyais plein de Western, du coup. Voilà. Mm. Et du coup, lui, il m'a dit, mais pareil, il m'a dit, vous êtes un peu folle. Je suis pas folle, juste, voilà, moi j'ai un projet. Si c'est ça, tu vois. Donc, c'est vrai que d'un point de vue de la prise de risque, ça va, moi, si tu me dis, t'as une chance sur 1000, j'y vais, hein. Peut-être ce sera moi la une, tu vois. Et du coup, voilà, après, la stratégie, bah voilà, très compliqué pour moi, par contre, parce que je voulais pas me montrer. Donc, je le faisais plutôt en utilisant le contenu qui existait déjà, hein. C'était pas compliqué comme aujourd'hui. C'était 2017, c'était pas compliqué comme aujourd'hui. Il y avait pas encore les influenceuses qu'il y a aujourd'hui. Il y avait pas toute cette industrie qui est codifiée Bien sûr, comme aujourd'hui. bien sûr. Donc, c'était beaucoup plus simple aussi d'un point de vue de la communication. Et malheureusement aussi à l'époque, j'étais pas assez encore à l'aise avec moi-même aussi. Pour pouvoir me montrer. Si j'avais fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui à l'époque, est-ce qu'on serait en train même de discuter? Mais c'est ça, en fait, les trucs. Est-ce qu'on serait même là en train de tu vois? J'aurais trouvé le moyen pour qu'on ait Oui, cette de toute façon, conversation. on l'aurait eu. On l'aurait eu. Dans tous les cas. Mais voilà, et c'est vraiment, en fait, ce développement, il est en interne. Il est entre toi et toi. Il y a toi et toi. Il y a toi et l'entreprise, ton entreprise, et il y a toi et le monde. Et c'est 3 choses sur lesquelles tu dois travailler en même temps pour que tu puisses évoluer. Tu vois? Même si ton entreprise, elle est super structurée, tout est bien, tout est carré, mais que toi, tu as un syndrome de l'imposteur énorme, ça va jamais évoluer. 100%. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil, si toi, par contre, t'es super confiant, mais ton entreprise, c'est n'importe quoi, et qu'en plus, avec les gens dehors, tu les respectes pas, il va rien se passer de bon pour toi aussi, tu vois? Donc, en fait, c'est vraiment, c'est les 3 points, et j'avais pas encore les 3 points, j'ai évolué énormément. Et du coup, tu l'as dit, il y avait une volonté de ta part de ne pas te montrer. Tu as expliqué pourquoi. Comment, du coup,
t'as tes premières clientes? Qu'est-ce que tu fais précisément pour pouvoir les avoir? Comment est-ce que tu communiques? Je poste sur les réseaux sociaux. Je crée du contenu, encore une fois, super moche, mais je le crée quand même, c'est pas grave. Je le fais, je le poste. Je fais des vidéos sur YouTube mais je parle pas dedans. Ça veut dire que j'écris parce que je vais pas parler. Incroyable. Ah ouais. Et elles sont, en plus, j'en ai retrouvé, j'ai honte. Faudrait que je leur sorte quand même la honte, je te jure. La vidéo, elle est montée super mal. Le texte, j'avais écrit avec, c'est même pas lisible, c'est bleu, c'est moche. Tu vois, mais elle avait fait 10 000 vues à l'époque. Et pour moi, déjà, Et tu faisais des ventes? non, mais en fait, tu vois, regarde le syndrome de fou de l'imposteur. Je fais 10 000 vues. Ça me choque de faire 10 000 vues. J'imagine 10 000 personnes devant moi. Je fais quoi? Je bloque la vidéo pour plus que les gens la voient. Waouh. Tu vois? Alors, je l'aurais laissé. Peut-être qu'aujourd'hui, elle sera à 1 million et encore une fois, je serais pas là. Mais clairement. Ça veut dire que, Waouh. et ça m'est arrivé aussi avec la levée de fonds après, hein. J'ai déjà eu un syndrome comme ça où, en fait, il y a un truc où, d'un côté, tu te dis, mais est-ce que je mérite ce qui m'arrive? Donc, ça fait que, il faut savoir que quand tu parles comme ça, on t'enlève directement ce que t'as reçu. Si tu penses que tu ne mérites pas, je vais le donner à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, il y a ça. Et des fois, tu veux réussir, mais quand tu réussis, est-ce que tu es vraiment prêt à réussir? Et en fait, c'est plein de questions comme ça. Et je me souviens que, ouais, j'ai fait 10 000 vues rapidement, je te dis, il y avait que moi. J'ai supprimé, j'ai bloqué ça, qu'en fait, je l'ai retrouvé il y a pas longtemps parce que j'ai vu qu'elle était dans les vidéos bloquées. Et je l'ai regardé, je me suis dit, mais je fais une ouf d'avoir fait ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je cherche et je les fais pas là, les 10 000 vues. Actuellement sur YouTube, tu vois. Tu sais, déjà, je te remercie de partager ça avec nous et c'est ce que certains experts appellent de l'auto-sabotage. Oui, j'en veux énormément. Et toi, précisément, est-ce que tu as réussi à comprendre d'où est-ce que ça venait? Quels étaient les ressorts, en fait, qui faisaient que, ben voilà, t'étais plus ou moins victime de ça? Oui, et encore une fois, il y en a plein. Déjà, il y a le physique. Là, je suis encore très fine, mais j'étais encore plus maigre à l'époque. Et j'en souffrais beaucoup. En fait, quand je dis un truc, c'est que ça se voit pas. À dire que moi, j'en souffrais, mais j'étais mannequin. Donc, les gens pensaient que j'étais arrogante, que je me trouvais belle, alors que pas du tout. Et en fait, c'était compliqué déjà ça aussi pour moi. Donc, il y avait l'image de est-ce que j'étais prête à ce qu'on me voie autant? Mais aussi le fait que la manière dont je m'exprimais. Je parlais très bien, mais t'as ce truc où même là, j'ai encore, hein, j'ai un petit accent tu vois, du 9-1. Des fois, voilà, je peux avoir des E que j'arrête pas de dire. Et en fait, moi, je suis quelqu'un aussi d'assez exigeant. C'est-à-dire qu'à l'époque, si parce que je dis trop de E, j'ai pas envie de parler avec toi, j'ai pas envie de faire ce podcast parce que depuis tout à l'heure, je vais dire E. Les gens vont me dire, arrête pas, j'ai mes tics. Je dis E, je dis du coup, je dis en fait. Je le sais, je le fais tout le temps. Tu vois? Mais maintenant, je m'en fous parce que je sais que mon message, il est plus important. Merci. Tu vois? Et les gens qui veulent pas le voir, c'est leur problème. Parce qu'il y a aussi les gens qui vont dire, fais que dire. Et après, tu vois. Mais, à l'époque, c'est quelque chose qui pouvait me déranger. Donc, je pense que j'avais ce syndrome de l'imposteur et cet auto-sabotage dans le sens où je voulais pas me montrer. Je voulais pas aussi, comment exprimer ça? Parce que c'est compliqué. C'est-à-dire que même les compliments, ça me dérangeait. En fait, je suis encore comme ça, hein. Mais j'ai évolué, sinon je serais pas là. Mais je veux pas qu'on pense à moi. C'est-à-dire que ce soit en bien ou en pas bien, ne pensez pas à moi, ne me regardez pas. Je veux être invisible. Tu vois, j'aurais aimé cette personne qui puisse être millionnaire sans qu'on la connaisse. J'aurais adoré cette personne-là, tu vois. Et Il y en a, hein? ouais, il y en a. Mais c'est pas, ça dépend de l'industrie, ça dépend de plein de choses. De la cosmétique, les gens, ils veulent porter cheveux, en fait. Bien sûr. Tu vois, peut-être que si je vendais des lacets, j'aurais pas été obligée de me montrer. Donc après, ça dépend de l'industrie, etc. Et moi, le cheveu, je l'ai choisi pas pour moi. Si c'était pour moi, j'aurais pas fait ça, justement. Je le fais pour les autres, tu vois. Enfin, pour moi et les autres. Et voilà. Donc, en fait, ouais, cet auto-sabotage, c'est vraiment un manque, je pense, de confiance en moi que je pensais pas d'ailleurs parce que j'ai toujours eu l'impression d'avoir confiance en moi. Mais tu te rends compte que c'est quelque chose qui ne fait qu'évoluer. Parce que même là, je pense avoir confiance en moi. Mais je pense que dans 10 ans, je dirais, mais en fait, j'étais une ouf. J'aurais pu faire encore plus, tu vois. Donc, Super intéressant. Franchement, super intéressant. Tu faisais référence du coup au personal branding en expliquant que si tu avais eu à travailler sur ta personal brand en montrant ton visage dès 2017, bon, il y a moyen que tu aurais vite t'en faire. Là, ça y est. À quel moment est-ce que tu le comprends? À quel moment la bascule s'effectue? Et quels effets, du coup, de par cette prise de décision de te montrer, t'as vu sur ton entreprise? La levée de fonds. Parce que juste à la levée de fonds, on n'a pas vu.
Moi, D'accord. jamais vu. Il y a des gens qui m'ont ça fait là, ils me voient que là. Il y a des gens, pour eux, l'entreprise, elle vient de naître, là. Donc, durant 5 ans, On m'a pas vu. on savait pas qui était derrière. Non. Ok. Et ça va D'accord. bien. Hmm. Et au bout d'un moment, c'était plus suffisant, tu vois. Et c'était un choix. Mais en fait, à partir du moment où ta mission de vie te dépasse, tu peux sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire que, en vrai, par rapport à la levée de fonds, tu vois, tu t'en souviens quand on en avait parlé, j'espère que tu t'en souviens. 100%. Quand on en avait parlé, ma mission, ok, je voulais avoir de l'argent pour faire évoluer mon entreprise, mais il y avait une mission derrière, qui est d'ailleurs similaire à celle de Nekao, tu vois, de faire en sorte que ta communauté, elle évolue. Et ça me dépasse. C'est pas l'histoire de Célia. Au final, là, c'est plus Célia qui veut prendre soin de son papa. Ça va plus loin que ça. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, tu vois, il y a 2 égos. J'appelle ça 2. Il y a le petit ego et il y a le grand ego. Le grand ego, c'est un ego qui est nécessaire pour tout le monde. Tout le monde respecte chaque personne, que tout le monde a sa dignité de vie. Faut avoir un ego, c'est important. Mais le petit ego, c'est vraiment le petit truc, genre limite qui envoie un message en premier. Tu vois, c'est des trucs bêtes. Ça, c'est le petit ego. Ce petit ego-là, il est ridicule. Donc, j'ai pas envie de me montrer parce que je suis timide, alors que tu penses d'après toi que tu peux changer le monde. Ma belle, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc là, c'est ton petit ego, c'est tu penses qu'à toi en fait. C'est moi, je veux de l'argent dans mon coin et moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux changer le monde. Je sais pas si je vais y arriver ou pas, mais enfin, si je vais y arriver. De toute façon, je l'ai déjà fait. Déjà, j'estime l'avoir déjà fait. Et mais voilà. Donc, si tu veux changer le monde, tu fais pas les choses que pour toi. Donc, le fait que ça soit inconfortable pour toi, en fait, là, à l'heure actuelle, on en a rien à cirer. Il faut savoir que dans ma tête, on est 2. Il y a vraiment Célia de ouais, j'aime pas ça. Et il y a l'autre qui dit, mais en fait, je m'en fous de ce que tu penses, ma belle. T'as ça à faire, tu vas le faire. Tu vois, et c'est ça. Et donc, à partir du moment où tu as dépassé ton petit ego, il y a rien que tu ne peux pas faire parce que tu le fais pas que pour toi. Novembre 2023, si je ne m'abuse, la levée de fonds, c'est ça? C'est ça, hein? C'est quand, c'est quand j'ai fait la fête. C'était le 11 novembre, j'ai fait exprès le 11. Voilà. 11 novembre 2023. Tu vois, novembre 2023, moi, j'entends parler, du coup, de la levée de fonds, un mois avant. Je te vois partout. Quand je dis partout, c'est, des funérailles de Tabou jusqu'à FTL. Ouais. Ça veut dire que tu as vraiment inondé le plus possible de ce que tu pouvais, j'allais dire, les médias, ou en tout cas, de diffuser ton message. À chaque Voilà. fois, vous me dites ça, mais pour moi, c'était pas C'est pas assez. Et Mais on t'a vu. toutes les portes que j'ai essayé, même, je sais pas, de toquer, défoncer, j'ai pas réussi. Tu vois? Pour moi, déjà, je pense que même ce qu'on a fait, du coup, pour moi, même dans ma tête, ça aurait dû exploser encore plus après. Dans le sens où on a levé 150 000 €, etc. Ça aurait dû faire la tabloïd, tu vois. Personne ne m'a calculé réellement une fois que j'ai atteint mon objectif. Pour moi, ça aurait pas dû s'essouffler comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai quand même conscience, tu vois, aujourd'hui, je commence à prendre conscience de ce que j'ai fait. Ouais. Mais pour moi, en fait, encore une fois, j'ai tellement souffert que pour moi, c'est pas une dinguerie parce que j'ai souffert. C'est pas arrivé comme ça, tu vois. Donc c'est juste les résultats de plein d'efforts fournis. Mais là, je commence à réaliser parce que les souffrances, entre guillemets, je les ai oubliées. Parce qu'il y a des souffrances physiques, je les ai plus, tu vois. Et donc là, je me dis, mais attends, genre, waouh, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est pas normal. Enfin, moi, j'aurais vu quelqu'un faire ce que j'ai fait. Mais enfin, je pense que la communication que j'ai eue pendant la levée de fonds, elle aurait dû être du triple après la levée de fonds. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, et tu vas me dire ce que t'en penses, t'as fait cette école de commerce, et moi, ce qui va m'intéresser, c'est comment, du coup, te vient l'idée de la levée de fonds et comment tout ça s'imbrique, tu vois. Mais tu sais que une levée de fonds de 150 000 €, en vrai, dans l'établissement start-up et autres, c'est rien. C'est pas grand chose. Mais tu vois. c'est ça. Nous, on parle de dinguerie. Pourquoi? On parle de dinguerie parce que t'as très peu d'hommes noirs, de femmes noires qui, de façon exponentielle, vont être en mesure, en fait, de lever de l'argent de ce type, sachant comment est-ce que tu l'as fait. Et donc, c'est en ce sens que c'était une dinguerie. Mais en vrai, quand tu parles de levée de fonds, c'est rien. C'est ça. Mais en crowdfunding, parce qu'après, voilà, la levée de fonds au capital, effectivement, c'est vrai. En crowdfunding, effectivement, 150 000 on est 100% d'accord. Tu vois, donc il y a levée de fonds. C'est vrai. Il y a le crowdfunding, effectivement. C'est vrai, effectivement. Tu vois, faut catégoriser la chose. Effectivement. Et donc
Mais comme tu dis, oui, en soi, sinon, voilà, mais même là, si j'avais ouvert au capital, j'aurais fait plus que ça. Et tout le monde m'a dit, tu ouvres privé, je dis non, pas encore. Je vais le faire, mais pas maintenant. Tu vois, je suis pas encore prête à le faire. Mais voilà, d'un point de vue du crowdfunding, en effet, c'est de la folie. Mais mais par rapport à ce que tu disais, donc par rapport à l'école, moi, le truc, c'est que j'ai tout investi l'argent de l'entreprise sur ma scolarité. Sur ma scolarité et les produits que j'avais, etc. C'était pas assez pour rebondir, tu vois. Et le truc, c'est que aller voir des établissements bancaires, je l'ai fait parce que tout le monde te dit, mais t'avais qu'à faire ça. Mais t'avais qu'à faire ça, c'est comme si t'avais rien fait avant. T'avais qu'à faire ça, t'avais qu'à faire. Je l'ai fait tout ça, en fait, les gars. OK? Donc, laissez-moi tranquille. Je lui dis, voilà, laissez-moi tranquille. Je l'ai fait. Mais juste que ça a pas fonctionné pour X ou Y raison à chaque fois. Donc, au bout d'un moment, je suis fuckant, encore une fois. Alors, tu as dit, bon, bah, tant pis, ça va pas marcher. Non. C'est pas possible pour moi. Donc là, c'est là que la levée de fonds vient. Et, et que la levée de fonds vient et qu'on va, voilà, on a fait, on l'a mis en place. Et c'est pareil, ça a été très compliqué, tu vois. Même par rapport à comme on en parlait, la zone de confort. Déjà, ne serait-ce que dire pour moi, j'ai besoin de quelqu'un. Mais c'est, t'imagines même pas, avec ça, mon entourage est choqué. Mais moi, je te dis, j'ai besoin de toi. C'est de la folie, déjà, d'un point de vue personnel. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai dépassé mon petit ego. C'est le petit ego. Moi, j'ai 10 000 sacs. Je préfère faire 10 000 allers-retours que de demander à quelqu'un de m'aider, tu vois. Ça, c'est mon petit ego. C'est bête d'être comme ça, tu vois. Et j'en suis consciente. Et c'est ce qui m'a permis, justement, de passer outre et de faire ça. Mais, je sais même pas quoi te dire, en fait. Non, mais par rapport à ça. déjà, c'est super clair. Et moi, ce que je veux, et c'est pour ça que je vais utiliser dans le podcast, c'est que tu as fait une dinguerie. Au travers de cette levée de fonds, pour moi, il y a trop de messages, tu vois. Ouais. Femme noire. C'était l'objectif en soi, mais je voulais montrer que justement que c'était ridicule. Parce que je sais pas si tu t'en souviens, moi, je visais les femmes de toute origine, les noirs, les noirs, et les banlieusards. Parce que c'est ce que je suis. Je suis une femme noire de banlieue. Pareil, banlieusards de toute origine, de tout sexe. Et en fait, je voulais montrer que c'est ridicule qu'on pense que justement parce que je suis une femme noire de banlieue que je peux pas le faire. Et en fait, ça a été aussi l'un de mes carburants. C'est que à quel moment, parce que je suis une femme noire de banlieue, bah, j'ai pas utilisé ma couleur de peau pour faire ça. J'ai pas utilisé mes attributs féminins pour faire ça. Et j'ai pas eu besoin de montrer que j'étais de banlieue pour faire ça. C'est juste un être humain qui pose des actions et puis il y a un effet. C'est tout. Et c'est pour ça que je voulais vraiment, à ce moment-là, montrer qu'on se met aussi des barrières dans notre tête en pensant que si c'est une dinguerie à ce point-là parce que je suis cette personne-là. J'ai pas utilisé tout ça. J'ai juste utilisé Célia. Et Célia, c'est plus qu'une femme noire de banlieue aussi. J'ai une histoire quand même. Enfin, je sais pas, j'ai fait des choses avant. Et j'en ferai encore après. Et je suis pas juste ça, même si je suis très fière d'être ces trois choses-là. Je suis contente d'être une femme, je suis contente de venir de banlieue et je suis fière. Il y a même pas de mots pour dire à quel point je suis fière d'être noire, tu vois. Mais c'est pas voilà quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter aussi avec ça. Tu vois. Non, mais c'était superbement important parce que je parlais de statement, comme disent les Américains, dans la mesure où si elle l'a fait, je peux le faire. Voilà, et c'est ça que je voulais. Et c'était très important dans le live qu'on évoquait tout à l'heure. J'avais clairement dit que j'ose espérer qu'au travers de ce que tu as fait, que d'autres personnes, tu vois, poussent les portes et qu'on arrive. Et d'ailleurs, j'ai une question à ce sujet-là, qu'on arrive aussi à avoir l'importance pour nous de savoir où mettre notre argent et comment mettre notre argent. Du coup, ma question, c'est celle-ci. Comment se gère ce que moi j'appelle les néo-investisseurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est combien de personnes qui ont investi du coup 400 à peu près. 400, voilà. Donc 400 personnes. Comment ça se gère? Comment est-ce que tu as considéré l'expérience? Quels sont les retours que tu peux avoir aussi de certains de ces investisseurs, investisseuses? Est-ce que c'est compliqué? Dis-nous tout. Alors, déjà, énormément de gratitude et de reconnaissance dans les deux sens. Déjà, dans les deux sens. C'est-à-dire moi envers eux et à l'époque où ça s'est fait aussi eux envers moi. Ce que moi, j'avais du mal aussi à comprendre. Parce que c'est moi qui, tu vois. Donc, j'avais beaucoup de mal à comprendre. Après, Ça comprend quoi? pourquoi les gens avaient de la reconnaissance envers moi. Ah oui, bien sûr. Genre, Mmh. moi qui viens de, tu vois. Et donc, déjà, il y avait ça. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Après, comment ça se gère? Ça se gère très bien, facilement. J'ai pas de problème avec mes investisseurs.
Avec ma mère, on a pris le temps d'appeler les 400 personnes parce que donc après, J'ai été appelé. je suis contente. Donc ça a pris beaucoup de temps d'ailleurs. Hein, donc merci d'ailleurs d'avoir répondu parce qu'il y en a qui répondaient pas, c'est pas grave, mais merci voilà d'être là. Et à ce moment-là, en fait, on a expliqué tout ce qui s'était passé sur l'année. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, comme on en parlait aussi en off tout à l'heure, j'ai eu énormément d'obstacles après le revers de la médaille. Et pour moi, c'est important d'être transparente. Et je pense en fait aussi que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, etc., ce qui fait que les gens me suivent alors que c'est pas parfait, c'est que je suis transparente. C'est-à-dire que moi, quand ça va pas, je te le dis que ça va pas. Mais aussi, tu vois qu'en vrai, ça va pas, mais j'ai confiance aussi en moi et c'est pas une comédie que je joue. Je sais que ça va aller, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas peur de dire que là, ça va pas et qu'il se passe telle chose pour que voilà, tu sois au courant et que dans tous les cas, et ben voilà, on va remonter ensemble et que dans tous les cas, tu vas voir ce qui va se passer et ça va le faire, tu vois. D'ailleurs, le produit qui arrive est un résultat de tout ce qui s'est passé. Et j'ai eu aussi des investisseurs qui étaient pas contents. Et je le comprends totalement. Et j'étais préparée aussi à ça avant la levée de fonds. C'est un risque à prendre, tu vois. Et bah, communication, tu communiques, tu expliques. Et quand tu communiques et que tu expliques, il y a personne au final qui reste foncièrement fâché. Les gens, en fait, quand ils sont fâchés, c'est que il y a du flou. Et ils veulent tout savoir. Bah, t'expliques. Des fois, tu peux pas non plus tout dire, tout expliquer, mais tu essaies d'être le plus transparent possible. Et à ce moment-là, ça se passe bien. Et même quand, du coup, moi, je suis dans le rush et que je vis des moments très compliqués, j'en ai énormément, et bah, d'avant, j'étais toute seule. Maintenant, je suis plus toute seule. Et ça, par contre, c'est très... je sais pas comment aussi l'exprimer parce que pour moi, c'est compliqué aussi. Même quand... En fait, tu vois, quand là, j'ai des moments compliqués, je reçois un message où on me dit je sais pas ce que tu dis parce que je t'entends pas, mais je suis avec toi, bon courage, quoi qu'il arrive, même si je dois attendre encore 6 mois, je vais attendre encore 6 mois. C'est un truc de Boost. tu vois. Et quand tu sais que tout ce que tu as fait, et même ma mère, quand elle nous a élevés, on a toujours été toutes seules. Tu vois, même quand j'ai commencé, quand je t'ai expliqué mon histoire, moi, j'ai grandi avec ma mère et ma sœur. On n'est que 3. Ça veut dire que même d'un point de vue de la levée de fonds, pour moi, quand j'ai commencé, parce que tu dois d'abord contacter tes proches. Même ça a été dur pour moi d'accepter de me dire, bah, mes proches, c'est que ces 2 personnes-là, même si c'est magnifique d'avoir une mère ou une sœur. Mais j'ai pas de cousins, de proches, tu vois, j'ai pas de cousins, de tantes où tu te dis, bon, j'ai quand même un socle familial, même par rapport à ma scolarité, tu vois, je te dis, mon permis, il a fallu que j'aille chercher tout. Parce que si ma mère, elle te dit, j'ai pas d'argent, ma sœur, elle me dit, j'ai pas d'argent, je peux pas aller t'appeler encore un tonton, t'as que 2 personnes, tu vois. Quand tu crèves un pneu, t'as que 2 personnes à appeler, c'est tout. Genre, et j'ai pas beaucoup non plus d'amis, tu vois, et donc tu te dis, en fait, là, de voir qu'au quotidien, il y a des personnes qui te connaissent pas plus que ça, parce que bon, ils m'ont soutenu, ils m'ont vu pendant la levée de fonds, mais on dort pas ensemble, tu vois, donc, du coup, ils me connaissent pas plus que ça, mais ils arrivent quand même à comprendre ton cœur, ta mission, ta vision, ne pas te juger et à te soutenir, alors que, bah, ils ont pas de message de toi au quotidien, tu vois, et ça, c'est beau. Et comme tu disais tout à l'heure, quand tu disais, j'ai envie de changer le monde, mais pour moi, je l'ai déjà changé dans le sens où j'ai déjà prouvé qu'en fait, on peut le faire. Tu vois? Et juste le fait d'avoir prouvé qu'on peut le faire, pour moi, c'est énorme. Et de voir aussi que, bah, il y a plein de personnes aussi qui ont investi au départ et qui me disaient, moi, j'investis, mais désolée, mais avec un peu d'arrogance, j'investis parce que je suis un nègre meilleur, mais ne va pas croire que les autres vont te suivre dans ta levée de fonds, tu n'y arriveras pas. On me l'a dit, tu vois? On m'a dit, moi, j'investis sur toi parce que je te connais, mais arrête de croire que les autres Renois, ils vont te suivre, hein. Tu vois? Eh ben, si, ils m'ont suivi, en fait. Tu vois? Et même, il y a même des histoires aussi de spiritualité, en sens de, tu vois, je vois, ouais, mais moi, donc, les musulmans, ils vont pas vouloir parce qu'il est chrétien. Il y avait pas, pendant ma levée de fonds, tout ça, on l'a oublié. Pareil, moi, je suis d'origine guadeloupéenne. Donc, il y a cette galère de, oui, anti-africain, etc. On n'en a pas entendu parler une seule fois. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai fait mon événement le 11 novembre, et j'ai adoré, c'est là que j'ai vu, il y avait tout. Il y a même, il y a des juifs qui ont investi, il y a des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes qui ont investi, il y a donc des noirs du continent. Il y a des noirs aussi du continent. Ça veut dire qu'il y a des noirs sur le continent qui ont investi dans ma levée de fonds de moi en France. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a des personnes sur le continent qui pensent que pour nous c'est facile ici, qu'on est déjà né en France, alors que non, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il y a eu plein des personnes qui avaient des titres de séjour qui allaient bientôt expirer, qui ont tout fait pour pouvoir réussir à avoir des papiers valides pour pouvoir investir. Enfin, tu vois? Donc en fait, même moi, j'ai pris conscience aussi de certaines réalités de d'autres personnes. Je me suis dit, en fait, c'est un truc de fou, tu vois? Et en fait, c'est ce que la levée de fonds a permis de prouver, tu vois. Ou pareil aussi, des femmes blanches
tu vois, aux cheveux lisses qui ne sont même pas la cible, qui ont investi, des hommes blancs chauves, tu vois, donc ils ont rien à voir avec nous, tu vois. Ils ont dit, mais, tu vois, mais de banlieue, tu vois, qui ont investi. Donc, en fait, dans tous les cas, l'histoire profonde, pas ce que je suis en tant que femme noire de banlieue, l'histoire profonde et la mission profonde a réussi à toucher les cœurs, a réussi à toucher les personnes, quelle que soit leur religion, leur sexe et leur couleur de peau au final, même si 99% des personnes qui ont investi sont noires, tu vois, mais on a réussi à le faire tous ensemble et en plus on me posait la question au début de la levée de fonds, genre il n'y a pas de communauté afro-française comme afro-américaine, bah là si. Tu vois. Moi, en tout cas, il y a 400 personnes qui ont investi, 700 personnes qui ont participé, donc quelqu'un qui ont participé mais sans investir, et sans compter toutes les personnes qui n'ont pas participé, qui n'ont pas investi, mais qui ont même vu, qui ont quand même trop de Qui ont liké, projets, mis un qui ont commentaire. partagé, Bien sûr, etc. bien sûr. Tu vois. Donc, au final, il y a peut-être une communauté afro-française qui est là et qui existe. Tu Amen. vois. Amen. Et en tout cas, bah là, on l'a fait et c'est trop bien. Voilà. Tu sais, Célia, je te remercie profondément de dire ça parce que on dit des entrepreneurs et des femmes entrepreneurs que si tu dis ce qu'il en est de ton projet et qu'on ne prend pas pour un fou, pour une folle, c'est que tu as rien compris. Et le fait que des personnes qui ont mis de l'argent, qui ont investi, t'ont dit, moi je te connais, mais en fait oublie, les autres ils vont pas te suivre. En fait, pour moi, c'est un statement de malade mental parce que grâce à ce que tu as fait, grâce à ce que tu as pu réaliser, tu as fait la démonstration claire et nette que il y a plein de gens comme nous, en fait. Mais Il y a plein de Célia, il y a plein de Tracy, oui. et ça me touche particulièrement parce que tu parlais tout à l'heure d'Aneka School. Quand nous aussi on a dit qu'on voulait créer, tu vois, un mouvement autour de l'éducation financière, parce qu'on considère que dans ce monde capitaliste, ne pas comprendre les rudiments à l'eau et à l'argent, c'est juste se tirer une balle, non pas dans un pied, mais dans les deux. Il y a plein de gens qui nous ont dit, mais oubliez. Et la réalité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y a plus de 600 personnes qui ont intégré Aneka School. Mais merci beaucoup. Mais j'ai pas un seul membre de ma famille ou un seul de mes potes dedans. Les gars, Non mais c'est comment? en fait, en vrai, c'est même pas une demande, mais c'est pour dire à quel point tu as raison. C'est que tant que nous ne réaliserons pas des choses que les autres pensent que, vas-y, laisse tomber, oublie, on ne pourra pas réussir à attester du fait que s'il y a une communauté noire, si nous sommes prêts, il y a plein de gens, Et plein si de on a de l'argent, parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils vont vouloir soutenir, mais tu vois qu'ils ont les moyens de te soutenir. Il y a ça aussi. Bien sûr. Est-ce que, donc, s'il y a de l'argent, surtout la génération, bah, par exemple, bah, à partir de la génération de ma sœur, en fait, donc, du coup, elle va avoir bientôt 40 ans, pardon, chérie. Elle va bientôt avoir 40 ans. Les Ça, 30-45, ils vont ouais, en avoir. fait, voilà. En fait, ils ont de l'argent. Faut arrêter. Ils ont fait des études. Ils ont de l'argent. On est intelligent. Ça aussi, il faut le dire. On est intelligent. Même si on comprend pas, on est en capacité de poser des questions, de trouver des informations. On n'est pas bête. Faut arrêter avec ça. Parce qu'en fait, ça, c'est du nous contre nous. Et c'est les gens qui te projettent leur insécurité, qui te projettent leur manque de confiance, tu vois, toute leur négativité. Et parce que eux, ils sont pas capables de faire, ils pensent que toi, tu vas pas être capable de le faire. Sauf que, pardon, on n'est pas pareil. C'est pas capable, c'est ton dos. Tu vois, mais à partir du moment, de toute façon aussi, on m'a dit tellement de fois, j'oublie l'école de commerce, on m'a dit oublie, tu vois. Donc en fait, moi, les oublis, j'ai dit, ok, toi, oublie-moi. T'inquiète, moi, je continue. Mais des oublis, j'en ai eu plein des oublis. Et à chaque fois, je dis ça, en fait, c'est pour ça que même quand je te parlais de confiance en soi, même quand ma mère, la confiance qu'elle a, en fait, on a tellement eu d'expérience de vie dans plein de sujets, j'ai l'impression que j'ai eu trop de vie. Alors que j'ai 29 ans aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai eu trop de vie déjà, tu vois. Parce que j'ai trop de trucs, on m'a dit non, et au final, bah, je suis là, tu vois. Bien sûr. Et je suis pas forcément aussi choquée d'être là. Aussi, il n'y a pas ce truc de, genre, ah, je suis là. Pour moi, j'ai rien fait encore. Tu vois, j'ai rien fait du tout. Tu vois. Tu nous as clairement dit que t'as eu, en fait, on dit manger son pain sec, tu vois, au travers des différentes épreuves. Quelle est pour toi, depuis la création de Cheber, vraiment l'épreuve qui t'a le plus challengé? Et j'aimerais savoir quelle leçon t'en as tiré, en fait, in fine. Bah là, je crois que ça a été la levée de fonds, et puis ces dernières années après la levée de fonds. Je crois même que je suis encore dedans, là. Yeah! Du coup, on peut en reparler dans un an. Ok. On se donne rendez-vous. Ok. Parce que là, je suis dedans. Mais en tout cas, qu'est-ce que j'en tire? C'est juste que j'ai confiance, toujours. En fait, c'est juste ça pour moi, c'est la confiance. Et tu sais que ça le fait un peu
Je sais pas comment dire, de toute façon, enfin, après, vous pensez ce que vous voulez, mais je sais que j'ai toujours ce que je veux. Mais ça veut pas dire que je l'ai facilement. Mais moi, à partir du moment où j'ai décidé d'avoir quelque chose, en fait, je vais l'avoir. Et il y a pas j'ai aucun questionnement, tu vois. Et je continue, en tout cas, sur cette voie-là. Et après, pour le reste, le résultat, on en parle dans un an. Mais après, le premier résultat que j'ai là, déjà, c'est juste le produit que là, je viens de sortir. Donc ça, c'est un résultat, mais j'ai souffert. Et je pensais pas que j'allais souffrir comme ça, parce que comme c'est pas le premier produit que je sors, je l'ai déjà fait, ça, cet exercice-là. Donc moi, je suis en mode, c'est bon. Enfin, pour toi, c'est rien, ça. Mais là, ce que j'ai vécu là encore, laisse tomber, mais on en parlera après. Mais justement, en fait, moi, ma question, c'était ça, c'était quelle épreuve, quelle difficulté, depuis que tu as créé Sheber, t'as vraiment challengé où tu t'es dit, waouh, ok, moi, des épreuves, j'en ai connu, mais là, celle-là, c'est compliqué. Ouais, donc c'est ça, hein, c'est le fameux, Là, le fameux produit, ok. ma mère, elle me dit, il y a des gens à ta place, ils se suicident, là. J'ai vécu des trucs de fou. Je sais que tu as partagé un truc, il y a quelques semaines, où tu évoquais le packaging, rien que le packaging déjà. Ah, ouais, c'est horrible. Mais c'est horrible, surtout quand t'as fait des précommandes et qu'il y a là, il y a plus je sais plus combien de centaines de personnes qui m'attendent là tout de suite. Et le produit devait sortir en mai. Il va sortir là en octobre, en fait. Est-ce que tu imagines tout ce qui s'est passé? C'est un truc de fou. Tu vois, c'est pour ça que je dis, je suis dedans. Ouais. Je suis dedans. Ouais. Ok. Bah, rendez-vous dans un an. On saura précisément ce qu'il en est quand t'as tout ça. J'ai préparé un Nekao quiz. C'est 3 questions, tu vois, sur lesquelles, voilà, tranquille, on est dans l'échange comme ce qu'on est. Et j'aimerais bien avoir ton point de vue. La première question, c'est dans la diaspora, selon toi, qu'est-ce qui freine le plus les entrepreneurs? Est-ce que c'est clairement le manque de capital, le manque de réseau, ou peut-être même le manque de vision? D'après les 3 propales, qu'est-ce qui manque le Je plus? suis obligée de choisir dans les 3. Donc, Ouais. le manque de réseau, le manque d'argent ou le manque de vision? C'est ça. Le manque de vision. Manque de vision. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Bah, parce que même moi, je me suis rendu compte avec ce que j'ai fait ces dernières années que moi, avant, je pensais trop que j'étais ambitieuse. Mais en fait, tu peux faire encore plus. J'adore ce que tu dis. Mais le pire, c'est que moi, je pensais que j'étais grave ambitieuse. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu te dis, ouais, ça y est, moi, je vis ça. Et après, au fil du temps, tu rencontres des gens, tu voyages, tu vois des trucs et tu te dis, mais en fait, t'as rien compris, en fait. Tu vois? Et donc, du coup, je pense que c'est le manque de vision parce qu'en fait, quand ta vision, elle est trop basse, bah, tes efforts aussi, tu sais, t'as facilement je sais pas quoi faire. Comme ça, tu sais pas quoi faire. C'est impossible. Il y a toujours un truc à faire. Ouais. Et même si, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'on fait jamais n'importe quoi, même si tu fais n'importe quoi ou tu poses des actions, comme on le disait tout à l'heure. Je sais pas si c'était pendant on a filmé ou c'était avant, je sais plus. Mais que, des fois, tu fais des choses et tu sais pas si ça sert ou pas. J'ai l'impression que tu dis, j'ai été là-bas, j'ai été pour rien. Ou même, j'ai fait 3 heures de route et au final, le rendez-vous s'est mal passé. Mais en fait, chaque action que tu émets aura des conséquences sur le futur. Et pour ça, il faut avoir une vision super large, super grande, tu vois. Parce que sinon, il y a des efforts que tu vas pas faire. Pourquoi je vais faire tout ça alors que moi, en vrai, je veux juste ça, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est la vision. Parce que l'argent, bah, du coup, j'ai connu le manque d'argent. J'ai connu aussi quand j'ai eu de l'argent d'un point de vue entrepreneurial. Je suis pas encore riche, venez pas me braquer encore, ça sert à rien. Mais j'ai connu et j'ai vu les difficultés dans les deux. Avec l'argent, j'ai été dans la merde. Sans argent, j'étais dans la merde, tu vois. Et c'était quoi il y avait l'argent. Ouais, c'était le réseau. Voilà. Réseau. Alors, le réseau, il peut te détruire, ce que je suis en train de vivre. Et aussi, il peut aussi te propulser à une vitesse, t'as pas idée. Donc, faut faire attention aussi. Le réseau, il est en train de te détruire, entre guillemets. Il aurait pu. Ok. Tu vois que tu dis ce que je suis en train de vivre. Par rapport aux gens que tu peux rencontrer qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues dans ta vie, si tu ne l'avais pas rencontré, ce serait pas arrivé. Tu vois. Donc, en fait, il y a ça. Donc, le réseau, il peut te détruire, mais il peut aussi t'emmener dans des endroits que t'as pas été. 100%. Donc, en fait, pareil, avoir confiance. De toute façon, même les obstacles que tu as dans ta vie, si tu les as, c'est que tu es en capacité de les avoir. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'à chaque fois que j'en parle, je sais que ça a l'air facile, mais que c'est pas facile. Mais c'est parce que je sais que ce qui m'arrive, je suis en capacité de l'avoir. Tu vois, quand j'ai tel ou tel problème,
j'ai un problème qui est à ma hauteur. Si j'ai des gros problèmes, c'est parce que je deviens une grande personne. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as une petite structure, t'as des petits problèmes. Et à tes yeux, c'est déjà un truc de fou, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est rien. Et après, plus tu grandis, que les problèmes, ils sont à ton échelle, tu vois. Et bah ouais, tu souffres plus, mais c'est parce que t'es en capacité d'encaisser cette souffrance-là, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur quand je dis ça aussi. Donc allez rencontrer des gens malgré tout et n'ayez pas peur et vivez ce que vous avez à vivre et souffrez s'il faut souffrir et goûter la joie lorsqu'elle se présente, c'est tout. Trop bien. Mais la vision, parce que pareil, quand tu souffres mais que ta vision elle est plus grande, moi je veux changer le monde, qu'est-ce que j'en ai à faire de souffrir là, en vrai? Tu vois, par rapport à ma vision, c'est rien, tu vois. Donc c'est ça, donc avoir une vision suffisamment grande et ne pas encore aussi être sur son petit ego de non mais moi j'avais décidé ça. Si tu dois changer tous les jours de vision, c'est pas grave, faut arrêter. C'est ouais, reste focus, oui, reste focus, mais si tu dois changer tous les jours, change tous les jours. Un jour tu trouveras celle qui, tu vois. Mais c'est ça aussi en fait. C'est super intéressant ce que tu dis quand tu parles de vision parce que en fait, je me suis rendu compte dernièrement que le piège dans lequel on peut tomber, notamment quand on est issu, tu vois, de nos communautés, de nos familles et des endroits dans lesquels on a évolué. En fait, quand t'atteins un certain palier, tu peux tomber dans le piège, conscient ou inconscient, de te dire ça va tranquille. Alors que tu vis dans le même monde où tu as des gens qui font 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois ce que tu fais, tu vois. Et j'ai l'impression que le vrai problème qu'on a beaucoup, encore une fois, dans notre communauté, c'est que on a cette façon d'avoir à nous comparer avec le moins bien. C'est ça. J'ai Vraiment, ça m'énerve, ça. Tu vois, ça, c'est un sujet. Ouais, mais il y a pire que toi. Qu'est-ce que j'en ai assez en fait, c'est ça, tu vois. Comment ça m'énerve, le vrai cette truc. mentalité-là. Ouais. C'est-à-dire que, et c'est un piège, hein. C'est-à-dire que si jamais, autour de toi, les gens, ils gagnent 2000 euros et que, t'en gagnes 5000, t'as l'impression que t'as fini, en fait. Mais non, t'es pas le caïd encore du village. Pas du tout. C'est rien du tout. Pas du tout. Et attention, ça veut pas dire que tu ne dois pas te contenter de tes 5000 ou que c'est pas bien d'avoir 5000. L'idée, et c'est pour ça que j'aime que tu parles de vision, c'est que on est et on évolue dans un monde où t'as des gens qui font des choses extraordinaires. Elles n'ont pas de limite. Je sais pas si t'as suivi, là, Elon Musk, c'est officiel, c'est le premier être humain à avoir une fortune qui a dépassé les 500 milliards. Tu as dépassé moins que ça? Alors non. Okay. Je parle actuellement. Non, je parle actuellement par rapport au classement de force. Okay, non, il a le temps. Ouais, tu vois. c'est dur de le mentionner toujours. Toujours, non, mais clairement. Non, je te parle dans l'ère actuelle. Tu vois, les humains, il a dépassé, en fait, t'as aucun être humain dans l'ère actuelle qui avait dépassé les 500 milliards, tu vois, de fortune. Et en fait, je dis pas que on doit tous, encore que c'est tout le mal que je me souhaite d'avoir ces 500 milliards. Mais, comment tu peux te satisfaire de ce que tu fais quand tu sais que, en fait, tu peux encore aller plus loin? Et aller plus loin, c'est pas t'enrichir parce que tu veux encore une plus grosse voiture. C'est impacter plus. Voilà. Parce que les gens pensent aussi que c'est de l'avarice. C'est pas de l'avarice de vouloir plus. Et c'est pas aussi ne pas se contenter de ce qu'on a aussi, vouloir plus. Tu vois, c'est comme tu dis, c'est impacter, ne pas penser qu'à soi. Nous, on est trop aussi en one life, tu vois. Genre, moi, ce que je fais quand je dis je veux changer le monde, peut-être que ça se trouve, je changerai le monde, mais je serai décédée, peut-être. Tu vois, peut-être que mon œuvre va continuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas de limite dans ce que je veux faire. Et je ne pars pas du principe que c'est forcément moi qui va atteindre tous mes objectifs. Mais si je peux créer les fondations pour que mes objectifs puissent avoir lieu, même 200 ans après cette vie-là, je serais trop contente. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est exactement ce que tu dis. Et arrêter de se comparer au moins bien. Ouais, mais il y a pire que toi. Ouais, t'as mal à la jambe, mais il y en a qui n'ont pas de jambes, ok? Et après, il y en a qui en ont 4. On fait comment? Ben voilà, en fait, c'est ça. Il faut pas se comparer par le bas. Il faut pas non plus forcément se comparer par le haut dans la jalousie ou dans le, tu vois, vraiment, juste, t'as vu, depuis tout à l'heure, je te parlais juste de moi avant qui avait moins confiance en moi, etc. C'est juste moi et moi, en fait. C'est entre moi et mon évolution à moi. C'est tout. Donc, ouais, voilà. Célia. Oui, dis-moi. Madame Valérius, deuxième question. Si tu devais choisir, et franchement, ta réponse pour le coup, là, m'intéresse. Si tu devais choisir entre avoir 1 million d'abonnés engagés, ok, ou 1 million d'euros en cash là, demain matin. 1 million d'abonnés engagés. Explique-le pourquoi. Il n'y a même pas de débat.
Déjà, tu fais une cagnotte, tout le monde donne 1 euro, déjà, t'as tes 1 million. Mhm. Déjà, là, c'est fini. Déjà, même je fais une disais, allez, 5 euros, on a 5 millions. Si, si. Donc, voilà. Donc, d'un point de vue argent, voilà. Et puis, ça veut dire que tu crées plein de business et Mhm. que ça marche. 100%. C'est quelque chose que j'ai beaucoup évoqué. Et d'ailleurs, tu l'as dit aussi quand tu as évoqué le person branding en disant que c'est quelque chose qui aurait pu potentiellement te booster encore plus. Oui. L'or noir de ce 21e siècle, c'est la création d'audience. C'est le fait de pouvoir avoir des gens avec lesquels tu fédères autour d'un message et d'une vision commune, tu vois. Et il y a des gens, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui pourraient choisir les 1 million d'euros? Oui, bien sûr. Bah, bien sûr, il y en a plein. J'aurais dit même ta question, elle est belle, cette référence. Ça aurait été toi le problème. Je me disais, mais t'es bête. Fais-moi le C'est quoi la virement! question? Vas-y, tiens, vas-y. C'est direct. Non, il y en a plein qui auraient choisi les 1 million. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu pilotes ta communication? Est-ce que tu as des objectifs en termes d'impact aussi sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que tu vois ça? Au niveau de ma vision, enfin non, pas de ma vision, au niveau de ma manière de communiquer, je suis en réflexion en ce moment. Pourquoi? Parce que par rapport aux objectifs futurs, faut bien choisir. Parce que tu vois aussi aujourd'hui, il y a des personnes qui, dans des communautés, etc. Et dès qu'elles vont commencer à créer tel business, ça va marcher, pas du tout, ou telle chose. Donc en fait, faut réfléchir quand même un peu justement à ta vision pour te dire comment j'ai envie d'orienter ma communication pour être telle personne ou vous montrer telle facette de ma personnalité. Tu vois, par exemple, j'ai pas commencé à danser sur TikTok, tu vois. Genre, est-ce que c'est le type de... C'est pas pour critiquer, mais est-ce que c'est le type de cible que je veux? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si j'ai envie de demain de créer des business pour la nouvelle génération, peut-être que danser sur TikTok, c'est une bonne idée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne critique pas du geste. Par rapport à ce que tu veux, faut savoir orienter, tu vois. Donc, en fait, il y a ça. Et comment je la pilote? Bah, écoute, là, j'essaye parce que je te mens pas, je fais beaucoup de choses, je fais encore presque tout toute seule, donc c'est compliqué. Mais j'essaie en tout cas comme d'hab, juste d'être transparente sur mon parcours pour le moment. Et après, lorsque je serai vraiment prête à être sur un angle, bah, je prendrai cet angle-là. 100%. Ok. Mais après, moi, de toute façon, je prends toutes les opportunités et si jamais c'est bénéfique, je suis là, tu vois. Trop bien. Tout en respectant toujours aussi ma dignité. C'est important parce qu'on voit de tout, hein, quand on revient sur ces fameux réseaux. Dernière question. Dans ta vie d'entrepreneur, quelle est la leçon que seule une femme noire pouvait t'apprendre? Dans ta vie d'entrepreneur, quelle est la leçon que selon toi, seule une femme noire peut t'apprendre? J'ai pas envie de dire le courage et tout parce que j'en ai marre qu'on soit courageuse comme ça aussi, tu vois? Parce que je sais que, tu vois, de ce point de vue-là, je sais que moi, je rentre dans le cliché. Tu vois, le cliché de la femme noire, courageuse, puissante, persévérante et tout. Je sais que je rentre dans ce cliché-là et malheureusement, j'ai pas le choix parce que j'ai été élevée comme ça. Donc, mais en réalité, ce serait ça, tu vois? Mais j'ai pas envie de dire ça. Donc, j'aimerais, voilà, qu'une femme noire puisse réussir sans sacrifice. Parce qu'on sacrifie énormément. On sacrifie énormément. Ok. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça provoque énormément de débats, cette dimension puissante, forte, tu sais, avec certains hommes qui disent mais en fait il faut qu'on puisse assumer, voilà, t'en as d'autres en gros qui disent que cette force aussi c'est, c'est on en a besoin. Bah, moi, à l'heure actuelle, je t'ai dit, il y a les 3 personnes, t'as pas entendu d'homme de ce que je t'ai dans ce que je t'ai dit. Exactement. Voilà, donc on fait comment? Exactement. C'est tout. Donc, en fait, pour moi, même si tous les débats du féminisme, etc., en fait, nous, quand je dis nous, je parle de moi, ma mère, ma sœur et même ma grand-mère, ces questions-là se sont jamais posées dans le sens où, en fait, faut manger au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pas être grand-père non plus. Donc maintenant, j'ai un papy parce que ma grand-mère a refait sa vie. Et il est arrivé, j'étais déjà au collège, etc. Donc, il n'a pas participé à ma construction. Donc, moi, ma grand-mère, elle a voyagé, elle a fait le tour du monde toute seule. Elle a toujours eu à manger. Elle a toujours eu des vêtements.
Et elle est arrivée en France via le Bimidum. Donc là, tu connais à peu près. Oui, bien Voilà. sûr, c'est... Donc voilà. Et donc on l'a dit qu'elle allait être infirmière. Elle a été bonne en fait, tu vois. Et elle a réussi à faire plein de choses dans sa vie et à se battre. Elle a forcé ma mère à être aide-soignante. Ma mère, elle voulait pas être aide-soignante, elle l'a fait. Donc ma mère, elle a eu des regrets à ce niveau-là. Mais ça n'empêche que même si, ok, j'ai fait mes premières années dans un appartement avec des cafards, etc., j'ai quand même eu un toit, j'ai toujours eu à manger, etc. Il n'y avait pas d'homme, tu vois. Moi, j'ai fait ma vie là, il y a toujours pas d'homme. Tu vois ce que je veux dire dans le sens où, en fait, j'ai pas besoin de ces débats-là de oui, la place de l'homme, je sais pas quoi. Moi, j'ai besoin de vivre, d'accord. Le jour où il y aura quelqu'un qui rentrera dans ma vie et qui m'apportera du plus au même titre que moi je suis en capacité d'apporter du plus dans la vie de n'importe qui à l'heure actuelle. Je parle d'un point de vue que ce soit sentimental, amical, familial, tout. Tu vois ce que je veux dire? Quel que soit le type de personne que tu veux rentrer dans ma vie, tu m'apportes du plus, il y a pas de problème. D'accord? Mais là, j'ai trop souffert aussi pour, encore une fois, faire des sacrifices. Et les femmes noires, elles se sacrifient, mais tellement. Tu vois? Genre, on a tous une amie qu'a son homme qui fait pas grand chose et elle, tu vois qu'elle lutte, tu vois, mais elle se démène en tant que femme noire aussi, pas qu'en tant que femme, tu vois, et elle souffre. Et en fait, ça m'intéresse pas parce que j'ai trop souffert pour moi toute seule, donc j'ai pas envie de souffrir pour deux là actuellement. J'ai envie d'atteindre mes objectifs. Et après, ça veut pas dire qu'on n'est pas en capacité de laisser de la place, tu vois. Pour moi, en fait, c'est un débat en fait qui est un peu stérile parce que c'est propre à chacun, à l'expérience de vie de chacun. Tu peux pas reprocher à une femme comme moi d'être indépendante. Si je l'avais pas été, j'aurais fait comment, en fait? Si ma mère, elle l'avait pas été, on aurait fait comment? Tu vois? Donc, en fait, même nous reprocher ça, pour moi, c'est un manque de bienveillance, de considération et de respect énorme envers les personnes et les femmes que nous sommes. Et les personnes que nous sommes dans un premier temps. Tu vois? Même avant d'être des femmes, on est des êtres humains, faut qu'on mange. Donc, tu peux pas me reprocher d'être en capacité de pouvoir gérer mon foyer toute seule sans qui que ce soit. Tu vois. Bien sûr. Donc, le débat, il est stérile. Tous les 50-50, c'est stérile. Ça, c'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Et, arrêtez ça. Arrêtez ouais, ce on est débat. fatigué, en fait. Ah ouais, vraiment. Mais c'est complètement stérile. Pour moi, c'est ça. Je comprends pas. Tu vois, je comprends pas. Je me suis permis de poser la question parce que, et reprends-moi, hein, si je me suis trompé, mais j'avais l'impression que dans la réponse que tu donnais, en gros, tu disais que, il y a une dimension fatigante aussi dans le fait d'avoir à allouer la femme noire dans ce registre-là. Ouais, c'est fatigant. Sauf erreur, hein, que en gros, c'est pas forcément bon, peut-être que je vais loin dans l'extrapolation, mais ce que j'ai cru comprendre en tout cas, c'est que tu disais que c'était fatigant. Voilà. Oui, mais c'est fatigant. Voilà. C'est fatigant parce que même justement le fait, moi aussi, quand je te dis j'ai du mal à demander de l'aide. Pourquoi? Parce que non, mais déjà, on me demande pas si je vais bien. C'est très rare qu'on me demande, c'est là comment tu vas. Tu vois, donc. Ou alors, c'est la formalité, quoi. Oui, mais moi, je ne compte pas ça. Les saluts, ça va, ça compte pas. Je te demande vraiment tu t'assois de tu sais comment tu sens, quelles sont tes émotions, qu'est-ce que tu ressens. On me le demande pas. Et malheureusement, je suis désolée aussi pour ce que je veux dire, mais même quand j'étais petite, moi, je suis la petite dernière, du coup. Mais, j'étais dans ma famille celle qui jauge les émotions. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de personne, on vient me voir, on me dit, OK, là, il se passe ça, c'est la merde. Si je pleure, tout le monde pleure. Si je pleure pas, tout le monde dit, OK, ça va aller. Donc, en fait, j'ai appris depuis très petite à gérer mes émotions et à aller bien même quand ça va pas. Tu vois, j'ai été un peu conditionnée comme ça. Et ça fait que quand de base, on te demande jamais si tu vas bien et si tu as besoin d'aide, tu as du mal à demander parce que tu te dis, si tu vas te demander, on va croire que tu es faible. Parce qu'on ne te le demande pas de base, qu'on part du principe que tu es en capacité de faire ça, tu vois. Et je l'ai dit juste avant, j'étais en capacité, t'as vu, tu vois. Et je suis en capacité parce que je le fais, tu vois. Mais ça veut pas dire que je souffre pas et que je suis pas fatiguée. Et c'est pour ça, même quand je raconte mon histoire et qu'on me dit, ouais, bravo, t'es forte et tout. Donc, si j'avais pas souffert, j'aurais pas été forte. Si j'avais fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui sans avoir souffert, ça aurait pas été aussi, tu vois. C'est triste aussi de dire que je suis obligée de vous dire que j'ai pas mangé en Irlande, que pour que mon histoire, elle soit valorisée. Femme noire est obligée de souffrir pour... Mais non, mais créer une marque de produits capillaires aujourd'hui sans souffrir comme moi, il y en a plein qui le font et qui réussissent mieux que moi. Il y en a plein, tu vois. Et elles souffrent pas comme moi, tu vois. Et pourtant, elles vont avoir la visibilité aussi qu'elles méritent, etc. Mais maintenant, si on fait un podcast entre elle et moi, on va se dire, mais celle-là, elle devrait plus réussir. Parce qu'elle a plus souffert. Non, femme noire n'est pas obligée de souffrir. Tu vois, en fait, il y a ce truc où on valorise la souffrance.
tu vois. Et on a l'impression aussi qu'on est obligé de faire. Et même à un moment aussi, tiens, dans mon aventure entrepreneuriale, ça a été intéressant. Il y a un moment où parce que je travaillais énormément, j'ai genre trop. Et en fait, je me suis dit, attends, fais une pause et travaille différemment. Et j'ai beaucoup moins travaillé et mes ventes, elles ont explosé. Et je me suis dit, tu vois, là, t'as fait ça comme ça. Tes ventes. Et en fait, je suis pas obligée de souffrir pour réussir. Bien sûr. Tu vois. Donc, ça vient aussi d'une construction. Une construction interne, tu vois, même et c'est pour ça que même par rapport à la levée de fonds, c'est aussi une construction interne de penser qu'une femme noire et de brune ne peut pas le faire. On s'empêche d'être heureux. On s'empêche on s'empêche d'être heureux, en fait, tout simplement. Tu vois. On s'empêche de dire je peux faire ça. On s'empêche de dire bah si je veux ça, je suis obligée de souffrir. T'es pas obligé. Tu peux trouver des solutions pour atteindre ton objectif en étant un peu plus allégé. Même là, je te parle, je suis en train de me parler à moi-même en vrai, parce que là, je suis en train de souffrir actuellement. Et pour moi, c'est aussi normal ce que je suis en train de vivre, tu vois. Donc, je suis encore en construction par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'ai pas envie d'envoyer aussi ce message-là de vous êtes obligé de souffrir et que moi, je suis trop forte et pour atteindre mon objectif et ce que j'ai fait, il faut que vous souffriez aussi. Bah non, en fait, vous êtes pas obligé, tu vois. Et c'est important de le souligner. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. On revient sur ces notions d'auto-sabotage déjà. Tu sais, j'écoutais hier un podcast et le mec expliquait que il vient d'une famille de prolétaires, finalement un peu comme nous, hein, tu vois, et que il avait de par sa famille et où il a grandi, identifié l'argent et les personnes qui avaient de l'argent comme étant le diable. Ouais, alors moi, pas du tout. Mais par contre, ça, c'est un truc aussi n'importe quoi. Non, mais bien sûr, mais tu vois, en fait, pour le coup, je raconte ça pour te dire de quelle façon est-ce que l'auto-sabotage, parce que tu as dit quelque chose de très important, tu as dit qu'on s'empêche d'être heureux. C'est une dinguerie, ça, en fait. C'est vrai. Enfin, il faut bien entendre, tu vois, les mots, tu vois, qui ont été employés, parce que c'est vrai. Et en gros, cette personne expliquait que, aujourd'hui, contrairement à ses parents qui travaillaient à la mine et voilà, lui, aujourd'hui, il est youtubeur et il gagne très bien sa vie. Alors, pour lui, très bien sa vie, c'était parce qu'il a donné son salaire 5 à 6 000 euros par mois, tu vois. Et il expliquait très fièrement que même s'il était conscient de la manière dont il s'auto-sabotait, il se réjouissait du fait que c'était l'un des seuls youtubeurs avec une telle audience, c'est quelqu'un qui a plus d'1 million d'abonnés, tu vois, qui refusait tout partenariat. Des partenariats qui seraient rémunérés entre 8 à 15 000 euros, tu vois. Mais lui, pour aller dans ton sens, hein, il estimait que dans sa construction mentale, pour avoir tout cet argent-là, il devait souffrir et travailler très dur. Il disait que moi, une vidéo, ça peut me prendre 2 mois, en fait. Et je veux mériter, du coup, l'argent que je génère de par le fait que j'ai souffert, donc cet argent est mérité. Mais si demain, je vais juste faire, voilà, prenez cette application truc, et que j'ai 15 000 euros, en fait, pour moi, ce serait 0. Et je te parle de ça pour dire que, tu vois, tu parlais du fait que quand tu as moins travaillé, en fait, ça t'a pas empêché d'exploser en termes de vente. C'est que c'est une construction mentale dans le monde capitaliste dans lequel on est, de par là où on a grandi, qui va contre nous. Souffrance n'égale pas à mérite. Non, parce que regarde toutes nos mamans comme elles ont souffert. Merci. C'est Youssoupha qui dit ça dans une chanson. J'ai pas envie de leur ressembler. Exactement. Il faut arrêter avec ça aussi. Quand on est là, on dit, ouais, ma mère, elle a fait des ménages, etc. Ok, si. Et au final, ça a donné quoi? Venez, on parle, on enlève toutes les émotions. Même ta mère, est-ce qu'elle a fait le bon choix de faire des ménages? Venez, on enlève toute émotion là tout de suite. Est-ce que ta mère a raison de faire des ménages? Non. Au final, vous êtes même en galère encore. Tu vois? Donc, en fait, non, peut-être que ta mère, elle aurait pu souffrir d'une autre manière. Peut-être moins. Et faire plus. Et vous seriez aussi vous mieux aujourd'hui. Voilà, faut dire les choses. Non, mais ça fait mal. Faut l'accepter. C'est la vérité. Non, mais c'est vrai. Tu vois, genre, il y a ce truc-là même, encore une fois, on valorise la femme noire qui a fait les ménages, qui est soignante, qui est comme, non. Enfin, oui, si vous le faites, c'est bien. Encore une fois. Mais, c'est ça, il faut prendre en considération les contextes, etc., qui font que, mais. Non, c'est pas ça et en fait, il y a ça aussi. Quand tu le dis aussi, c'est toi la méchante. Là, il y en a qui vont me dire pour qui elle se prend. C'est ça. Mais en fait, justement, en restant dans ça, vous restez tel que vous êtes. Moi, personnellement, j'ai pas envie, tu vois. Et, non, je suis pas d'accord avec cette vision-là des choses et même le diaboliser aussi les personnes qui ont de l'argent alors que pareil, elles ont travaillé, tu vois. Et même si elles ont pas travaillé, leurs parents ont travaillé. Et même si c'est pas même si c'est des générations, moi, je serais contente si demain je suis millionnaire et mes enfants, ils sont millionnaires. Ouais, et ils vont réussir peut-être juste, ok. Et t'auras le seum, ouais. Mais moi, j'ai bossé. Et du coup, peut-être qu'ils vont y arriver plus facilement, c'est triste. Pour l'instant, ça fonctionne comme ça, tu vois. J'ai pas à dire à mes enfants, moi, j'ai grandi à maison et cafard, tu vas devoir faire pareil parce que moi, j'ai fait ça.
Non, on va pas recommencer à zéro, juste non. C'est comme ça. Si. Voilà. Moi, j'ai l'impression... Oh, pardon, Vas-y, vas-y. Oui, non, l'impression que j'ai, et j'entends à 100% ce que tu dis, c'est que la génération de nos parents, ils ont grandi dans un contexte qui est quelque peu différent d'une autre, Bien sûr. parce que on vit une époque qui nous permet, nous, cette génération, de changer de catégorie sociale. Ouais, mais de sa non ma mère, elle serait là, elle te dirait non. Parce que ma mère, elle a énormément de regrets. Elle dit qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Et qu'elle aurait pu aujourd'hui être beaucoup plus lent qu'aujourd'hui. Alors que, bah, du coup, elle a écouté ma grand-mère qui lui a demandé d'être aide-soignante, mais elle dirait non. Tu vois, en tant que femme noire, elle est née à Paris. En tant que femme noire, elle dit qu'à l'époque, si elle avait compris, c'était trop facile. Elle m'a dit, à l'époque, c'était trop facile. Et même ma grand-mère qui est arrivée ici en étant, donc, du coup, bonne, après aide-soignante, etc., elle était propriétaire de 3 appartements à l'époque sur Paris. Bien sûr, bien sûr. C'est pas possible aujourd'hui d'être Bien sûr, propriétaire sur bien Paris. sûr. Et beaux quartiers, hein, des Bastilles, tout ça. Et après, elle les a vendus, etc. Ma grand-mère, elle faisait déjà ça à l'époque, sans avoir ni été à l'école, fait d'école de commerce, etc. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, prendre un crédit, c'était beaucoup plus facile. Exactement. Et que ça a rien à voir avec aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que même de dire que c'est plus facile ou plus dur, non. En fait, je pense que juste, à chaque fois, il y a un monde, il faut se battre dans ce monde-là. Exactement, connaître les règles. Mais il faut pas comparer le monde d'avant, parce que, en final, il y avait énormément de facilité aujourd'hui. C'est ça. Hier, pardon. Ouais. Parce que voilà, ma grand-mère, femme noire, elle a passé son permis. Elle a dû se séparer, donc, de mon grand-père à l'époque. Il y avait des comptes joints, les femmes, elles n'avaient pas de compte. Donc, même en tant que femme blanche, tu n'avais pas de compte en banque. Ma grand-mère, elle a eu son compte en banque, elle était propriétaire de plusieurs appartements. À l'époque. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et, donc non, c'était pas plus compliqué à l'époque. Il fallait juste connaître. En fait, à chaque fois, il faut connaître les codes. C'est ça, c'est ça. Genre là, il y avait le Bitcoin, il fallait savoir à l'époque. Tu vois, à l'époque, il y a très longtemps, quand j'étais petite, on nous parlé de ça. Même ma mère, elle dit, c'est quoi ça? Je comprends rien. Elle dit, vas-y, tu vois. Il fallait comprendre les codes. T'as pas compris, tant pis pour toi. Chaque génération a son truc. Bien sûr. Ça, tu le saisis, ça, tu le saisis pas, c'est tout. Ouais, moi, je parlais effectivement, parce que là où tu as raison, c'est que oui, c'était le plein emploi. Avec 1200 francs, tu vivais. C'était pas à la même époque. On est 100% d'accord. Moi, je parlais plus des opportunités aujourd'hui. Notamment, c'est pour ça que je parlais de changement de catégorie socio-professionnelle. C'est que là, quand toi, tu dis, je veux être millionnaire, tu peux le dire. Tu vois, à l'époque, c'était un petit peu différent. Je parle en numéraire, hein, parce que là, t'as parlé des appartements, etc. Même si là aussi, t'avais très peu de personnes issues de la communauté qui accédaient à la propriété parce que ils n'avaient pas forcément les connaissances. Mais en tout cas, on est 100% d'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Chébert? Quelles sont les projections? Comment est-ce que c'est quoi Chébert en 2035? Ah, ces questions-là. Toujours, hein. Toujours C'est ces important. questions-là. Tu as parlé de vision, tu vois? Ces questions-là, parce qu'il faut la partager. Ah, t'es pas obligé. Pour le coup, t'as raison, effectivement. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Victoire, tout simplement. Victoire, victoire, victoire. Ok. 100%. Merci infiniment. Vraiment, Célia, d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était vraiment cool. Allez, s'il vous plaît, vous intéresser et à Célia et à Chébert. Je pense que nous aussi, les hommes, là, pour nos barbes. Ouais, là, bientôt, il y a un petit sérum, tout ça qui sort, là. Ça va arriver. Pas, hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Les amis, vous savez que vraiment, comment vous dire merci? Je sais pas. Mais en tout cas, vous êtes les meilleurs. Vous vous abonnez de plus en plus. Le 8 novembre prochain, il y a le Nekao Gala. Si tu souhaites être, tu seras parmi nous, n'est-ce pas? Je vais essayer d'être On va faire en sorte. Voilà, tu vois. Tu t'es mis un coup de pression, hein. Vraiment, n'hésitez pas. C'est l'événement à ne pas manquer si tu souhaites aujourd'hui, parce que tu l'as compris, développer ton éducation financière et participer à un mouvement d'anthologie. Il y aura des guests incroyables. On vous les annonce là dans les jours qui viennent. N'hésitez pas à prendre vos places. On est ensemble, on se suit. Yeah. Il y en a qui disent l'argent c'est le nerf de la guerre. Moi je dis que l'argent ça peut être la guerre des nerfs si on n'en a pas. Et c'est quelque chose dont on doit être capable, si on est un mouvement de libération, de gérer ça intelligemment, sans être dans l'excès, mais pour que on puisse aller dans la bonne direction. Une révolution sans moyens, c'est une révolution vouée à l'échec. Un homme noir ou une femme noire sans éducation financière est en featuring avec la pauvreté. Mais il est pas au courant qu'il est en featuring. C'est ça le plus violent. C'est pour ça que nous, dans notre communauté, on souffre le plus. Parce que un frère qui fait un crédit à la consommation pour un mariage, il n'a pas conscience qu'il est en featuring avec la pauvreté. L'éducation financière, c'est pour tout le monde. Et en fait, même dans un couple, en fait, la femme, elle devrait proposer une gestion, l'homme devrait proposer la sienne, et du coup, on devrait faire une réunion pour savoir qui a raison et comment on s'entend. Aujourd'hui, je sais que la Nekao School représente vraiment à mes yeux, et j'espère que ce sera aussi à vos yeux, le Harvard de l'éducation financière française.